L'histoire commence dans les souterrains, des mains et du sang, et une pointe d'arme intéressante. On y voit un homme complètement battu. Il se trouve dans une situation très précaire car il est désormais confronté à la fois à la lumière et aux ténèbres. Pour une raison quelconque, les deux se sont unis. Et à ce moment-là, il se retrouve face à la déesse de la lumière et au roi des démons. À ce moment-là, il se demande pourquoi cet ange a conclu une alliance avec les démons. Elle répond que les humains n'avaient aucune chance de les vaincre, et qu'il valait donc mieux s'allier à eux. Cependant, cela met notre héros en colère, il lui crie dessus, la traitant de traîtresse pour avoir trahi l'humanité. Mais le roi des démons dit alors que ce type parle trop et qu'il va en finir avec lui. À ce moment-là, il lève le doigt, propulsant notre protagoniste dans les airs. Puis, il le comprime jusqu'à un certain point, au point qu'il est sur le point d'exploser. À ce moment-là, il n'a pas tenu le coup, et finit par mourir. Il a tout de même explosé à la fin. Quand il est arrivé dans l'au-delà, un système est apparu, lui annonçant qu'il avait finalement obtenu le système du Seigneur des démons. Ne comprenant rien, il demande ce qui se passe, mais se réveille dans un autre endroit, le sanctuaire des démons. Yan Yuna a ouvert les yeux et s'est rendu compte qu'il se trouvait dans un endroit totalement inconnu. Il y a plusieurs cercueils à côté de lui, mais il n'y prête pas particulièrement attention, car en regardant sur le côté, il aperçoit l'écran du système qui lui annonce qu'il est désormais le Seigneur des démons. Mais cela le rend triste car il a toujours essayé de lutter contre cela et maintenant il est devenu celui contre qui il luttait. Cependant, à bien y réfléchir, ce pouvoir n'est pas si mal, car il pourrait l'utiliser pour se venger de l'ange qu'il a trahi en passant du côté du roi des démons. Maintenant que ce pouvoir est entre ses mains, il est sûr de pouvoir se venger. Oui, il doit devenir plus fort, et il deviendra le Seigneur des démons. Au moment où il l'accepte, il avance. Le système lui demande de se placer au centre de l'autel. Au moment où il s'y place, la foudre frappe l'un des cercueils devant lui. À ce moment-là, tout commence à s'échauffer, et toute cette énergie se déverse dans notre protagoniste. Maintenant, en regardant l'ange de lumière, il promet que l'ange l'attendra, car il reviendra pour se venger. Pendant ce temps, la scène se déplace vers un autre endroit, une montagne, où nous voyons quelqu'un pleurer son ami Yan Yuncheng. Il est triste, car il a en fait abandonné son ami. C'est là que nous faisons sa connaissance. C'est un aventurier de niveau 2 nommé Su Dingfang. Alors qu'il se tient debout et réfléchit à ce qu'il va faire de sa vie, il entend une voix qui lui demande pourquoi il fait cela. Et il demande au jeune homme pourquoi la pierre tombale n'est pas en pierre. Perplexe, il se retourne et voit notre héros, bien vivant et en bonne santé. À ce moment-là, sa mâchoire se décroche. Comment est-ce possible ? Il est vivant. Et il se tient maintenant devant lui, même s'il dit qu'il est simplement parti pêcher. Il se met à pleurer, puis se met à sangloter, car cela fait 5 ans qu'il vient à cet endroit pour lui rendre visite. Mais notre héros est choqué. Comment 5 ans ont-ils pu passer ? Il n'est resté que très peu de temps à l'hôtel. Et soudain, la scène change pour montrer un paysage naturel avec une statue. Ils montent ensuite sur une moto et commencent à descendre la montagne, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent une statue d'ange. À ce moment-là, le personnage principal demande ce que c'est. Son ami répond que l'ange a combattu des démons et les a finalement tous vaincus. En signe de gratitude, une statue a été érigée en son honneur. Mais le personnage principal considère cela comme une farce, alors il raconte toute la vérité à son ami, qui croit désormais que l'ange était en réalité un méchant. Mais maintenant qu'il est de retour, son ami veut l'emmener dans un nouveau restaurant, qui vient d'ouvrir. Cependant, notre héros refuse, prétextant qu'il doit passer chez lui chercher des vêtements et qu'il attendra son ami à l'entrée du donjon. Son ami est déçu, car aller au restaurant serait moins cher que d'aller au donjon. Désormais, l'entrée du donjon est payante, ce qui agace notre protagoniste. En regardant le papier qu'il tient dans sa main, il voit que le donjon de niveau 1 coûte 10 000 pièces et une commission de 80%. Son ami, surnommé Jouteux, lui dit qu'il n'y a rien d'étrange à cela, car c'est comme ça depuis 5 ans. À ce moment-là, agacé, Su l'attrape par le col et le tire en arrière. Il demande à Yonkun de se calmer un peu, car l'adversaire a beaucoup d'alliés de son côté. Au bout d'un moment, il commence à raconter l'histoire d'une bataille qui a eu lieu il y a des milliers d'années entre les humains et les morts-vivants. Mais un jour, une archimage nommée Leila a scellé l'entrée d'un des donjons, offrant ainsi un peu de répit à l'humanité. Cependant, avec le temps, les sauts sur ces donjons se sont affaiblis, permettant aux monstres de sortir. Le chaos a régné sur l'humanité jusqu'à l'arrivée d'aventuriers, parmi lesquels Lys a combattu les monstres. Mais lors d'une de ces aventures, son groupe, son ami, est apparu, et il a fini par dire qu'il avait failli mourir dans ce donjon. Mais ensuite, ils entrent dans le donjon, et à l'intérieur, ils commentent qu'il faut désormais payer 80% pour entrer.
C'était une bonne chose car après que la déesse de la lumière ait détruit 100% de certains démons, les meilleurs donjons ont cessé d'être considérés comme dangereux ou comme quelque chose qui finissait par causer des problèmes. Ainsi, ces personnes, intéressées par le fait de faire payer pour n'importe quoi, ont décidé de choisir les donjons afin de faire payer toute personne souhaitant y entrer. À ce moment-là, il remercie également son ami d'avoir payé l'entrée dans le donjon, mais celui-ci est perplexe car on le remercie alors qu'il les a toujours considérés comme des pauvres. Ignorant cela, il finit par se demander pourquoi son ami l'a entraîné dans ce donjon. Son ami lui répond alors qu'il aura besoin de son aide, car il doit se rendre à un certain endroit pour trouver un adversaire puissant. Son objectif est de le tuer pour le transformer en son ombre. Mais ils n'ont pas le temps de discuter, car un monstre puissant se dirige vers eux. Et à ce moment-là, un scorpion apparaît. Son ami, voyant le scorpion, lui demande de rester pour regarder son spectacle. Après avoir dit cela, son ami se met à courir vers le scorpion. Quand il s'approche, le scorpion l'attaque, mais il utilise son bouclier pour se protéger, puis se glisse sous lui, où il parvient à lui couper le bas du corps, le vainquant ainsi. En observant la scène de loin, notre héros comprend que Jifen, son ami, est un bouclier vivant. Mais même si son combat a été globalement couronné de succès, il est encore assez faible. Il doit beaucoup s'entraîner pour atteindre un niveau suffisamment élevé. À ce moment-là, notre héros crie à son ami d'avancer et de tuer plus de monstres, car cela lui permettra de progresser davantage. Et celui-ci obéit. Il avance et tue les scorpions qui l'entourent, les uns après les autres. Après un long moment, il ne reste plus que les cadavres des créatures sur le sol. Peu après, notre héros atteint enfin le 2e niveau avec son ami. Son ami célèbre déjà sa victoire en disant qu'il n'était finalement pas si mauvais. Puis apparaît un écran montrant le statut de Yang Yun-kun. Pour l'instant, il n'a pas accompli grand-chose. Mais à ce moment-là, il a décidé de montrer à son ami quelque chose d'assez intéressant. Manifestement intrigué, son ami se demande ce que c'est. À ce moment-là, il connaissait déjà son pouvoir. La scène passe à notre héros, qui ordonne aux créatures tombées de se relever et de suivre ses ordres. À ce moment-là, le rayon se dirige vers les carcasses de scorpions sur le sol. Et plus loin, la terre s'est fendue, spécialement pour les arachnides. Quelques minutes plus tard, il se relève. Son ami, voyant cela du point de vue de notre protagoniste, reste sans voix. Quelques minutes plus tard, 2 scorpions apparaissent, désormais sous le contrôle de notre protagoniste. Et voilà que lorsque le héros voit ces monstres transformés en forme humaine, il s'étonne que la transformation ait également pris une apparence humaine. Mais finalement, cette capacité lui semble tellement cool, il ordonne alors à ces créatures d'avancer et de tuer tous les monstres autour d'eux. Et comme il l'a ordonné, ils se mettent à courir et à tuer les uns après les autres. Au fur et à mesure qu'il avance, il remarque que les monstres vaincus sont du même niveau, mais que les monstres invoqués parviennent à les vaincre très facilement. Son ami n'y prête même pas attention et se concentre plutôt sur autre chose. Ces monstres pouvaient chaud rester dans le donjon à une grande distance, ce qui signifie qu'il pouvait rester allongé dans son lit et que ces monstres continueraient quand même à farmer pour lui dans le donjon. Après avoir dit cela, Su demande à notre protagoniste s'il n'est pas devenu un super génie avec de tels mots. Après avoir consulté le système, notre héros s'est bien sûr posé la même question. Cependant, cela ne s'est pas produit car pour l'instant, les donjons avaient un besoin d'un aventurier à l'intérieur. Mais pour l'instant, cela ne le préoccupe pas beaucoup, car son objectif est désormais de s'enfoncer plus profondément dans le donjon pour tuer le roi Queux, mais pendant qu'ils en discutent, quelque chose s'approche d'eux. Ils regardent devant eux pour voir ce que c'est, et se rendant compte qu'il s'agit de Coco, l'un des monstres contrôlés par notre protagoniste. Coco s'excuse de ne pas avoir réussi à vaincre le roi Queux. Après avoir entendu ses excuses, le personnage principal lui dit que ce n'est pas grave, car les monstres n'étaient que de niveau 1, et qu'il était très improbable qu'ils puissent vaincre le boss. Ils continuent donc leur chemin et finissent bien par atteindre le boss. Le roi Queux s'avère être un peu plus fort qu'il ne l'avait imaginé. Son ami, prenant son courage à 2 mains, demande à notre héros de rester en arrière, car il veut s'en occuper lui-même. Notre héros, sachant que ce monstre est puissant, lui demande de s'éloigner. Il voulait essayer quelque chose de nouveau et de plus, son ami n'était pas à la hauteur de ce boss. À ce moment-là, il veut attirer l'attention du boss uniquement sur lui. Il pointe donc du doigt et l'appelle, ce qui agace le boss, et il se met à crier et à gesticuler. Maintenant que le gars a obtenu ce qu'il voulait, il demande à son ami de faire comme lui. Puis il se met à courir dans une direction, et son ami se met à courir dans l'autre. À ce moment-là, le patron choisit une personne en particulier à poursuivre, notre protagoniste. À ce moment-là, il a presque réussi à attraper notre héros, mais avant qu'il n'ait pu l'attraper, celui-ci a activé son œil magique. Et il a dirigé son pouvoir vers la gueule de la créature.
Il a ensuite crié à son ami Jing Fen de l'achever. À ce moment-là, il s'est mis à courir aussi vite qu'il le pouvait. Quelques minutes plus tard, il trouva le point faible de ce monstre, ce boss. Il prit son épée et la planta à l'intérieur. Le boss, sentant la puissance de cette épée, hurla de douleur. À ce moment-là, sachant qu'il allait être tué, il sauta dans le vide. Mais à cause de sa chute, le sol se fissura complètement. À ce moment-là, les deux regardèrent à l'intérieur et comprirent qu'ils avaient causé des dégâts considérables. Cependant, ce qu'ils voulaient accomplir, à savoir tuer le boss, n'était toujours pas fait. Pour le vaincre, ils devaient épercer l'épaisse armure du boss. Mais notre protagoniste avait un plan pour y parvenir. Son plan consistait à attirer l'attention du boss puis à l'immobiliser, et sut l'achèverer. Notre héros soupçonnait que le boss allait apparaître derrière lui pour l'attraper, car son intuition était quelque peu unique. Il a simplement demandé à son ami de rester immobile, l'épée à la main. Et dès qu'il le pourrait, il devrait transpercer les points faibles du monstre. Ainsi, suivant cette idée folle, il finit par mener son plan à bien. Tout s'est passé comme il l'avait prédit. Le boss est apparu derrière lui, et à ce moment-là, nous voyons l'ami du protagoniste diriger son épée vers le monstre. Il réussit à transpercer un autre point faible du monstre, le blessant. Mais même cela n'a peut-être pas suffi à arrêter ce monstre. Le boss a ensuite utilisé son autre patte pour tenter de frapper l'ami du héros principal. L'ami astucieux a utilisé son bouclier pour se protéger, mais il a été transpercé. En regardant devant lui, il a remarqué une griffe près de son œil. Mais en regardant de l'autre côté, il a aperçu notre héros. Le héros a déclaré qu'il pouvait retenir ce monstre pendant un certain temps, genre un 3 contre un temps, donc Su devait agir rapidement. En entendant cela, il s'est envolé vers le monstre, tenant son épée, qui était toujours enfoncée dans celui-ci. Saisissant l'épée et courant, il a commencé à taillader le monstre de l'intérieur. Il a réussi à lui infliger une grande entaille. Finalement, il réussit à vaincre le monstre. Après avoir vaincu ce monstre, il obtint certaines capacités et des objets supplémentaires dans ses caractéristiques. De plus, il a également reçu un bouclier et un poignard, tous deux très puissants. Maintenant que le boss était vaincu, SU a vu que le butin était intéressant et a compris pourquoi GG avait choisi ce donjon pour sa première entrée. Notre héros a simplement commenté qu'il avait vu ce type de boss dans d'autres donjons, ceux de haut niveau. Il pensait donc que même les donjons de bas niveau pouvaient en contenir des boss similaires. Il a alors montré le bouclier et le poignard, et il s'est demandé lequel de ses deux amis choisirait. Il a choisi le bouclier. Yann a donc décidé de prendre le poignard, ce qui a déconcerté Su, car il ne l'avait jamais utilisé auparavant. Mais celui-ci lui a dit qu'il avait eu un peu de temps libre et qu'il s'était entraîné un peu avec. À ce moment-là, ils ont commencé à penser qu'avec les gains qu'ils avaient obtenus ici, ils pourraient rembourser toutes leurs dettes. La scène passe ensuite à l'endroit où ils rencontrent Melonhead. Jouteux a pris près de 80% pour les avoir laissés entrer dans le donjon. Maintenant, il voulait prendre encore plus à cause de la nourriture qu'ils lui avaient apportée. Il a également commencé à exiger d'autres choses, comme les points d'expérience qu'ils avaient gagnés en tuant des monstres. De plus en plus agacé, le personnage principal écoutait les paroles de Melonhead. Il voulait se jeter sur lui, mais son ami l'en empêcha. Furieux, il commença à dégainer son épée, mais s'arrêta ensuite. Il a vu une aura noire derrière Jou, qui lui a poliment demandé de partir. Il regarda également derrière lui, où il remarqua la présence de plusieurs bandits de niveau 1. Comprenant qu'il ne pouvait pas les combattre pour le moment, il battit en retraite. Mais avant de partir, Jouteux a déclaré que le personnage principal avait blessé son cœur cher. Comprenant maintenant qu'ils avaient un bouclier très intéressant, Jouteux exigea qu'ils le lui remettent en guise de commission. Notre héros est parti et a demandé à son ami de rendre le bouclier à Melonhead, en disant qu'il rendrait de toute façon le bouclier et tout le reste que Jouteux avait pris. La nuit tomba, et la scène s'est déplacée vers l'endroit où se trouvaient les bandits. Ils regardèrent les informations. Les informations diffusaient un reportage sur des aventuriers qui avaient disparu dans des souterrains. Puis un bandit demanda à un autre pourquoi Jou venait chaque année dans cette cabane dans les montagnes, et l'autre lui répondit de monter et de lui demander lui-même. Cependant, soudain, ils ont commencé à sentir un vent glacial venant d'en bas. Et là, en bas, nous pouvions voir quelqu'un, la silhouette de Melonhead en train de manger quelque chose d'intéressant. La scène se déplace ensuite à l'extérieur de la maison, où nous voyons les deux tueurs remarquer qu'il se passe quelque chose d'étrange. Au début, ils n'y prêtent pas attention car ils se trouvent en fait dans le désert, et dans le désert, il ne se passe généralement rien. Mais ensuite, en regardant devant nous, nous remarquons qu'une pierre est tombée de nulle part sur le capot de la voiture du patron. Notre héros apparaît derrière le gangster qui patrouille, et la scène passe à l'intérieur de la maison où nous voyons le type qui était dehors. Il entre mais semble un peu abasourdi.
Ses camarades lui demandent ce qui lui arrive s'il a trop bu. Et quand ils le regardent de plus près, ils voient que quelque chose de grave s'est produit. À ce moment-là, quelque chose bondit derrière lui. Les deux regardent vers le haut, mais n'ont pas le temps de réagir, car notre héros saute et lui assène un coup à la tête, le projetant à travers la pièce. Et il est tombé par la fenêtre. Le bandit qui était à côté de lui a essayé d'utiliser la magie du feu pour frapper notre héros, mais cela n'a servi à rien. Grâce à sa vitesse, il a facilement esquivé la première attaque et s'est précipité vers lui. Quelques instants plus tard, nous le voyons frapper, coupant le type en morceaux. Maintenant que tous ont été vaincus, il n'en reste plus qu'un. Il demande pourquoi il fait cela, mais maintenant il utilise son œil magique, qui fait quelque chose pendant qu'il court vers ce type. L'homme ne comprend pas ce qui se passe. Il ressent seulement une peur immense, alors il s'assoit simplement. Pendant ce temps, notre héros avance. Avant d'entrer, il remarque une atmosphère très froide, mais il ne peut pas rester en arrière. Il ouvre la porte, et à ce moment-là, il est surpris en découvrant plusieurs aventuriers dans une situation terrible. Il comprend que les aventuriers disparus étaient juste là, et que le chef des aventuriers, Jouté, les dévorait depuis tout ce temps. Mais maintenant qu'il est dans cette pièce, il sera le prochain à être dévoré, d'autant plus qu'il n'est qu'un aventurier de niveau 2. Sa fin sera ici, mais en entendant cela, il se met simplement à rire. Il invite ensuite la silhouette à se battre, déclarant qu'il va se joindre au combat. Après tout, Jou était d'humeur à préparer un dessert, et le personnage principal est apparu au moment idéal pour lui. Jou commence le combat en lui lançant un rayon de feu. Mais notre héros s'écarte sur le côté, laissant le gros homme très surpris et déconcerté par ce qu'il fait, jusqu'à ce qu'il le voie devant lui, un poignard à la main. Le protagoniste parvient à porter plusieurs coups. Cependant, à ce moment-là, il remarque quelque chose d'étrange. Le niveau et la vitesse de la silhouette ne correspondaient pas à ce qu'il voyait. Il voit l'épée s'approcher de lui. À ce moment-là, le garçon apparaît devant lui et trouve intéressant qu'il puisse utiliser la magie du feu et l'éviter. Le gros homme était sous le choc. Après tout, ses lunettes étaient déjà cassées. Maintenant, le personnage principal veut faire de lui l'un de ses serviteurs. Mais la grosse fille, qui se retrouve dans cette situation, n'aime pas ça et lui demande d'arrêter. Soudain, quelque chose apparaît dans sa bouche, le laissant très surpris. Le garçon est également surpris et lève les yeux. À ce moment-là, une explosion se produit au milieu de la lune. Puis, on voit apparaître quelque chose de mystérieux. Avec une plaque dorée à pointe à la ceinture, ce n'est que plus tard que nous apprenons que ce monstre apparu devant lui était un démon de niveau 2. Le démon a été choqué de voir que le gros homme avait trouvé un adversaire puissant, mais c'était un aventurier de niveau 2. Il pensait retourner dans ce corps jusqu'à ce qu'il regarde sur le côté et remarque qu'il ne restait plus que des cendres du gros homme. Trouvant cela ennuyeux, il comprend maintenant qu'il doit trouver un autre hôte. Jetant un coup d'œil sur le côté, notre héros utilise son pouvoir dans sa direction, essayant de prendre ce monstre par surprise. Le sort met longtemps à l'absorber. Mais non, il n'y parvient pas. La vitesse du monstre était bien supérieure à celle de notre héros. Sa vitesse était si élevée qu'il ne pouvait même pas le voir clairement devant lui. À ce moment-là, quelque chose arrive de cette direction. En voyant cela, il a bondi et, en sautant, il a découvert avec surprise qu'il y avait un trou dans le sol. Il comprit qu'il ne s'agissait pas simplement de feu, mais un feu qui brûlait instantanément la terre, comme on pouvait s'y attendre d'un sort élite de niveau 2. Les personnes au premier étage n'étaient improbablement pas des résidents, car les flammes les ont instantanément rayées de la surface de la terre. De plus, il remarque que l'espace était trop exigu, ce qui donnait à l'utilisateur du feu, comme lui, un avantage certain dans cette situation. Il doit donc l'attirer vers un autre endroit, plus sûr. Mais nous voyons le démon le poursuivre. Le monstre crie que courir vers un espace ouvert ou dans la forêt ne changera rien. Son feu n'était pas ordinaire. À ce moment-là, le monstre utilise un pouvoir de feu dirigé vers lui. Mais le personnage principal continue de courir, esquivant à travers la forêt. En continuant à esquiver, il finit par disparaître, laissant la créature très surprise. Elle demande où est passé le garçon. Il lève les yeux et le voit en haut. Le protagoniste frappe de haut en bas, manquant de peu de l'atteindre, mais le monstre esquive rapidement l'attaque. Néanmoins, le protagoniste parvient à frapper le monstre, ce qui le met très en colère. Le monstre prépare un jet de feu dans sa main pour frapper directement notre protagoniste. Mais avant qu'il n'ait le temps de frapper, notre héros s'écarte à la dernière seconde. Attrapant une partie des vêtements du monstre, il s'en sert pour s'enfuir plus rapidement, ce qui finit par fonctionner, laissant le monstre de plus en plus enragé. Il se met à courir plus vite vers notre héros. Notre héros se met également à courir, et ils se retrouvent tous les deux au milieu de la forêt. Lors de leur rencontre, le monstre utilise son souffle de feu pour tenter de frapper notre protagoniste. Mais tout ce qu'il parvient à faire
c'est toucher quelques arbres. Pendant que le héros court, nous voyons les dégâts laissés derrière lui. En continuant, il atteint un point où il ne peut plus courir. C'est une impasse. Le héros étant acculé, nous voyons le monstre apparaître derrière notre protagoniste. Maintenant qu'il est dans une impasse, le salaud se demande ce que le gars va faire pour s'échapper. Le monstre veut voir où il va se cacher de son pouvoir de feu qu'il lance dans sa direction. Ce feu se dirige vers notre héros, balayant tout sur son passage. Tout est détruit, y compris la montagne voisine, qui finit par se fendre en deux. Tout est réduit en poussière. Le monstre est attristé par cela, car ce garçon semblait très intéressant pour devenir son hôte. Le dernier qu'il avait choisi était un gros bonhomme atteint de diabète et d'autres maladies, et il lui était très difficile de rester dans ce corps. Il s'est alors dit « plus jamais de gros ». Désormais, il chassera ceux qui ont de gros muscles et une bonne santé. Au moment où il pense partir, il sent un frisson. Puis il regarde vers le bas et remarque une fissure. De cette fissure sort quelque chose qui l'attrape et l'immobilise. Dans cette situation, il demande d'attendre un instant car cette personne aurait déjà dû se transformer en poussière. Puis il regarde dans une autre direction et remarque un trou, et c'est précisément par celui-ci que le personnage principal a réussi à s'échapper. À ce moment-là, agacé, le démon commente que même ce qui vient de lui arriver ne pourra l'arrêter. Il recommence alors à utiliser son pouvoir de feu. Mais à ce moment-là, une chaîne apparaît et se dirige vers son cou. En regardant devant lui, il voit notre héros qui lui dit d'arrêter de bouger. Il dégage une pression énorme, le forçant à rester complètement immobile et effrayé. À ce moment-là, il demande à son animal apprivoisé de lâcher le garçon. L'animal obéit, et dès qu'il est relâché, il reste tranquille. Et notre héros exige qu'il lui rende toutes les ressources qu'il a reçues auparavant. Le monstre obéit simplement en rendant le bouclier et d'autres armes intéressantes, ainsi qu'une énorme collection d'or qu'il avait accumulée auparavant. À ce moment-là, il a rendu tout ce que le gros bonhomme avait, l'or et les ressources qu'il avait également pris à notre protagoniste. Mais s'il en voulait plus, il lui suffisait d'aller à la guilde, car c'est là que toutes les meilleures choses étaient en conservées. En regardant ces lingots d'or, il se rend compte qu'en les vendant, il obtiendra 10 millions d'encens. C'était étonnant de voir que le démon avait réussi à obtenir tout cela dans un donjon de bas niveau. Cependant, trop concentré sur ce qui se trouvait sous ses pieds, il a perdu toute concentration et la chaîne a fini par se rompre. Un message apparaît, indiquant que le danger est proche et qu'il ferait mieux de se cacher. À ce moment-là, le monstre active son pouvoir de feu et la lance avec frénésie sur notre héros. Mais avant qu'elle ne le touche, le héros se baisse. Immédiatement après, il attrape l'épée qu'il a reçue du système et achève le monstre. Finalement, il parvient à vaincre ce démon de niveau 2, gagnant ainsi de l'expérience et atteignant le niveau 3. Il peut désormais entrer dans n'importe quel donjon. Yann regarde ce qui gît sur le sol. Il ordonne à cette créature de se lever et de suivre ses ordres. À ce moment-là, il reçoit 3 invocations, mais il n'a actuellement de la place que pour une seule. En regardant son niveau, il comprend que le niveau de la créature invoquée correspond au sien. Il n'a donc pas besoin de former le monstre à partir de 0. Mais le monstre demande immédiatement ses premiers ordres, désireux de savoir ce qu'il doit faire pour accomplir sa mission. À ce moment-là, il savait que les donjons actuels étaient tous monopolisés par des guildes illégales. Alors il cherchait des donjons que ces guildes n'avaient pas encore découverts. Il savait que la créature à côté de lui était un monstre. Alors il se demanda si un tel monstre pouvait révéler où se trouvaient tant ses compagnons. Si oui, il serait préférable de l'y emmener, car il pourrait alors gagner en puissance et devenir beaucoup plus fort. Mais ici, la scène se déplace vers un autre endroit. Quelqu'un arrive chez l'ami de notre héros. C'est le livreur. Il lui remet un colis, mais celui-ci est perplexe car il n'attendait rien. Il la porte donc à l'intérieur, où il remarque qu'elle est lourde. Au début, il pense même qu'il s'agit peut-être d'une brique, mais ce n'est pas le cas. À ce moment-là, il l'ouvre et découvre avec surprise son bouclier. Au-dessus, il voit également plusieurs lingots d'or. Mais parmi ces objets, il trouve une lettre indiquant que le bouclier dont il avait besoin lui a été rendu. Cette lettre est de Yan Yunkong. Il n'arrive pas à y croire. Son bouclier a été entièrement restauré. Les lingots d'or l'accompagnent. En les tenant, il se sent heureux, car c'est la première fois qu'il tient de l'or et il se considère désormais comme riche. À la porte, nous voyons l'être invoqué par notre héros, qui commande que la livraison a été effectuée. C'était le démon serviteur de Ponty. Notre héros le remercie, mais se demande si c'était bien l'adresse qu'il avait mentionnée précédemment. Après tout, l'endroit où il se trouve est l'un des temples du dieu de la lumière. Pourquoi l'a-t-on envoyé précisément à cet endroit ? La créature invoquée poursuit en disant que la puissance de l'ange de la lumière est soutenue par de nombreux temples, grands et petits. La fermeture d'un de ces temples signifie une perte de puissance.
S'il voulait vraiment attirer l'attention des monstres, il devait le faire. Sachant tout cela, il pouvait désormais aller de l'avant. Il ordonne alors au scorpion de passer en mode invisible et celui-ci obéit. La scène revient à l'endroit où le gros homme combattait notre héros. Maintenant, Jouton, aventurier de niveau 3 et chef du trésor, se demande où est son frère. Les agents commentent qu'il était impossible de le trouver. De plus, ils ont trouvé des traces d'une magie de feu inédite, ce qui a entravé l'enquête. Mais il leur ordonne de poursuivre l'enquête et de trouver le coupable de ce qui est arrivé à son frère. Pour l'instant, cependant, le plus important n'est même pas la mort de ces personnes ou de son frère. Ce sont les 10 millions qu'il a volés par un certain individu. De plus, si la déesse de la lumière apprend que 10 millions dons ont été volés, il est fichu. Pendant ce temps, la scène se déplace vers un autre endroit. Nous voyons ici le gardien de la lumière du 3e niveau vaincu et profané. Après l'avoir vaincu, il obtient 8 points d'expérience, mais, fort de son expérience au combat, il lance un dernier avertissement. Le personnage principal ordonne au gardien de se rendre. Il faisait autrefois partie de la faction de la lumière et sait parfaitement ce qui se passe. Cependant, cela ne change rien pour lui. À ce moment-là, le chevalier saisit sa lance, et sachant que notre protagoniste ne se rendra pas, il tente de l'attaquer. C'est pourquoi Yann finit par porter le coup fatal, séparant la tête du corps. Il se sent alors un peu distrait, jusqu'à ce qu'un autre garde corrompu apparaisse. À ce moment-là, il saisit son épée pour le frapper. Mais à ce moment-là, il se retourne aussi vite qu'il le peut et utilise son œil, ce qui finit par faire perdre sa concentration au garde. Et à tomber du pont d'un seul coup puissant de GG, mais en abattre un seul ne suffisait pas. Alors d'autres gardes sont apparus, exigeant qu'il soit éliminé le plus rapidement possible. Il utilise à nouveau son œil pour tenter de frapper, mais les gardes utilisent désormais un bouclier qui empêche sa force de les atteindre. Comprenant cela, il saute en utilisant la tête d'un des gardes comme tremplin, et finit par donner un coup de pied au visage d'un autre garde qui se tenait juste à côté de lui. À ce moment-là, nous voyons un autre garde apparaître sur le côté, une épée à la main, essayant de frapper notre héros, mais celui-ci l'esquive facilement et les coupe tous les deux en deux. Pendant ce temps, nous voyons en arrière-plan les gardes principaux crier pour que quelqu'un arrête ce type. Il était seul, alors comment se fait-il qu'il n'ait rien pu faire contre lui ? En réponse, un garde de plus haut rang est apparu, essayant d'attaquer. À ce moment-là, il a fait un pas en avant et le garde à l'avant l'a remarqué. Le boss frappa le sol avec son arme énorme, ce qui a provoqué une énorme vague d'énergie vers l'avant. Eh bien, tous ces gardes ont finalement été détruits d'un seul coup par le boss qui se tenait juste derrière eux. Maintenant que cela s'est produit, le personnage principal commente que pour vaincre un monstre ou un seul homme, il a fallu détruire un grand nombre de ses subordonnés gardes. Pendant ce temps, Ponty se prépare à partir à la recherche des donjons, et voilà, devant nous, nous voyons la fumée se dissiper et, au milieu, nous trouvons notre protagoniste, protégé par son animal de compagnie. Maintenant qu'il est protégé, il fait un doigt d'honneur et commente que ce type est une ordure et trop faible. Pour cet aventurier, il était considéré comme un idiot et il regrettera maintenant d'avoir mis les pieds dans cet endroit pur. À ce moment-là, il attrape sa hache et après cela, il se prépare à passer à l'action. C'est alors que la scène se déplace vers un autre endroit, où la tête d'un homme est arrachée de son corps et tombe aux pieds d'un jeune homme bouclé. L'ombre s'approche de lui et le pauvre homme le supplie de ne pas le tuer. Nous retrouvons le jeune homme du passé à la recherche d'une personne en particulier. Il interroge l'homme allongé sur le sol, lui demandant s'il connaît par hasard un garçon qui faisait partie de la même guilde que lui il y a 3 ans et qu'il lui montre sur son téléphone portable. Cependant, dès qu'il lui a montré son téléphone, l'homme s'est souvenu de ce garçon. C'était Su Jingfang. Sachant qu'il connaissait la vérité, l'aventurier assassin de niveau 4, Neitau, lui demande où habite ce type. En baissant les yeux, l'homme comprit que s'il indiquait un faux endroit, il mourrait très probablement. Son compagnon, qui était un combattant puissant, était mort d'un seul coup. Alors il finit par révéler l'emplacement de Su, l'appartement 305 dans telle rue. Il demande maintenant s'il peut partir et l'homme lui dit bien sûr de dégager. Le bouclé s'enfuit bien sûr. Mais à ce moment-là, nous voyons le visage heureux de ce type qui dit que c'était une blague. À ce moment-là, il lève le doigt et à ce moment-là, le garçon qui courait s'arrête brusquement. Quelque chose l'a transpercé, c'était l'énergie du tueur, et l'a divisé en deux. À ce moment-là, Nei devait se diriger vers sa prochaine cible. La scène passe ensuite à l'endroit où se trouvait Jingfang. Jingfang était de bonne humeur chez lui jusqu'à ce qu'il entende sonner à la porte. Il ouvre la porte et se demande qui est ce type. Et le tueur derrière la porte lui demande avec un grand sourire s'il est Jingfang. Mais la scène de notre histoire change à nouveau. Nous nous trouvons désormais dans un temple où nous voyons le boss et sous ce boss, notre protagoniste.
Il avance avec son poignard et le système affiche un nouveau niveau. Il a maintenant atteint le 4e. À ce moment-là, le boss se demande comment quelqu'un a pu laisser un insecte comme lui pénétrer sur son territoire. Où est Tao le commandant? Cependant, le personnage principal avait la réponse à cette question. Il a frappé dans ses mains. À ce moment-là, notre héros met sa main derrière son dos et la glisse dans le portail. Quelques instants plus tard, il en sort quelque chose et le jette en direction du boss. Le boss comprend alors qu'il vient de vaincre un guerrier d'élite de niveau 3. Il a vu que cet insecte qui avait pénétré sur son territoire n'était pas un insecte ordinaire. À ce moment-là, il se relève, retirant son épée du système. Le chevalier dit alors simplement que les autres étaient faibles et qu'il ne savait pas à qui il avait affaire. Nous le voyons ensuite utiliser son œil. Et à ce moment-là, une vague se dirige vers ce chevalier. Mais ce qui avait fonctionné sur les chevaliers plus faibles n'a eu absolument aucun effet sur lui. Il en est surpris. Mais quelques instants plus tard, nous voyons le chevalier sauter sur lui, plongeant pour attraper notre héros. Mais celui-ci bondit en arrière, esquivant la puissante attaque qui déchire le sol sous ses pieds. Et pourtant, le chevalier prépare une nouvelle attaque. Pour éviter le coup de cette autre attaque, notre héros sort son poignard du système, retenant le coup pendant quelques instants. Mais il est tout de même projeté loin dans les airs par la force du coup. Il comprend alors que ce boss sera peut-être un peu plus difficile à vaincre que les autres qu'il a affrontés. D'en haut, nous voyons le chevalier se précipiter vers lui, essayant de l'attraper dans les airs. Mais notre héros ne s'arrête pas là. Il utilise le feu de ses créatures invoquées, le dirigeant vers le chevalier. Le chevalier, cependant, utilise son épée comme bouclier, se protégeant ainsi complètement du feu. Mais ensuite, nous voyons que le feu a provoqué une explosion. Et pourtant, cette explosion n'a même pas touché le chevalier. L'effet du feu était cependant assez puissant. Il l'a remarqué. Son niveau était bien supérieur, tout comme sa défense. Mais pourquoi a-t-il finalement perdu face à cette capacité de feu de bas niveau? C'est à ce moment-là que notre héros apparaît avec son poignard, profitant d'une des brèches qui s'était entrouverte devant lui. En frappant par derrière, il se demande si ce n'était pas un coup bas. À ce moment-là, il sort son poignard et répond que non. En même temps, il dit que la déesse de la lumière, qui était jusqu'à récemment l'alliée de l'humanité, a soudainement décidé de trahir l'humanité. Donc cela ne veut rien dire. À ce moment-là, nous voyons que le chevalier n'est pas si facile à vaincre. Sa main armée d'une épée tremble de colère. À ce moment-là, il se tourne vers notre héros, pour l'attraper rapidement et le tuer, mais notre héros principal s'écarte et son coup atteint sa cible. Le héros comprend qu'il a alors touché un point vital avec son poignard. Comment se fait-il qu'il soit encore en vie? Puis il remarque que celui-ci se guérit, se soigne lui-même. Il a vu quelque chose qui a éveillé son intérêt. C'est la guérison. Il n'avait jamais vu cela auparavant. Le boss se précipite sur lui à une vitesse folle et finit par porter des coups précis à notre protagoniste, le projetant en arrière. Il serre alors son épée et ordonne d'exterminer cet aventurier et de le réduire en poussière. Il lui lance une aura géante de lumière sacrée. L'aura vole pour atteindre notre protagoniste de loin. Depuis le sol, nous observons le rayon tranchant de l'épée de ce chevalier sur les îles. Maintenant qu'il a gagné, il peut retourner sur son trône. Mais en rentrant, il se demande ce qui se passe. Cet aventurier était différent. Et il s'est souvenu de lui. Il n'avait même pas senti sa présence lorsqu'il était entré sur son territoire. Eh bien, tout ce qu'il avait dit était vrai. Il a entendu une voix. C'était celle de notre héros. Il n'arrivait pas à y croire. Comment était-il encore en vie? Mais notre héros se mit soudain à raconter une histoire. Il y a de nombreuses années, il était novice. Mais lors d'une de ses aventures de débutant, il avait été volé par une équipe qui lui avait dérobé une très belle pierre magique. Les personnes qui l'avaient volée faisaient partie d'une guilde appelée X, Shipper. L'un de ses amis a fini par mourir lors de cet incident. L'auteur de ce crime n'a pas été puni à l'époque, car il occupait un poste élevé au sein de la guilde. Mais à ce moment-là, il se demande si le responsable de cet acte se trouve ici, à cet endroit. Et le responsable de la prise de certaines mesures n'était autre que ce chevalier lui-même. Il dit que les faibles doivent rester sous son autorité, ou simplement mourir. Et pour le prouver, il veut détruire notre héros. Cette fois-ci, il libérera une force bien plus puissante que la dernière fois. Auparavant, il avait sous-estimé le garçon, ce qui lui avait permis de survivre. Mais cette fois-ci, tout sera différent. Il insuffle beaucoup plus d'aura dans son épée. Dès qu'il l'a imprégné de cette aura, l'épée a pris des dimensions gigantesques. Cet endroit fait partie de son territoire, et quiconque y pénètre sans sa permission doit être neutralisé. À ce moment-là, pour ne pas se faire prendre, il recule. Il comprend qu'il ressent réellement la puissance qui émane de cette épée. Mais il a encore un tour dans son sac pour le vaincre. Il utilise donc l'un de ses pouvoirs, son bouclier.
Le chevalier se demande s'il est vraiment sûr de pouvoir se protéger de son épée sacrée avec ce petit bouclier. À ce moment-là, il décide de le vérifier, et il lance son épée vers notre protagoniste. L'épée rencontre le bouclier de notre héros. Le bouclier tient bon. De loin, le chevalier comprend qu'il s'agit d'un garçon de niveau 3. Mais le fait qu'il possède un bouclier de ce niveau était surprenant. Malheureusement pour lui, sa fin était proche. Le bouclier de notre protagoniste était renforcé, ce qui fit que l'épée du chevalier se brisa complètement en 1000 morceaux. Puis nous assistons à une explosion. Le chevalier comprend qu'une trop grande quantité de mana a été libérée. Après un certain temps, l'explosion s'estompe, et il se tient au centre de l'explosion, complètement intact et vivant. Cela surprend le chevalier. Comment a-t-il pu survivre à nouveau ? Cette épée seule avait le pouvoir de détruire n'importe quel aventurier. Notre héros a déclaré que la capacité Bug Flamme de Panjin avait été transformée en bouclier, et en réalité, le résultat était pratiquement le même. Cependant, cette capacité a une faiblesse. Son adversaire doit être d'un niveau proche du sien, sinon il risque fort de perdre. Mais cette fois, c'était à son tour de contre-attaquer ce type. Cependant, pour vaincre ce chevalier, il devra utiliser tout le mana qui lui reste. Il utilisa donc toute sa mana restante, et à ce moment-là, un rayon de feu fut lancé en direction du chevalier. Voyant cela, le chevalier tente de saisir son épée et semble vouloir attraper son bouclier pour se protéger. Le feu se rapproche, mais le bouclier le protège. Le coup est porté, et à ce moment-là, il ressent toute sa puissance. Il se demanda d'où venait toute cette force. Nous voyons le feu s'intensifier. Depuis l'île, nous voyons à quel point le feu est devenu grand, plus grand que la puissance de son épée auparavant. Au bout d'un certain temps, le feu de notre héros disparaît. Au centre de ce feu, nous trouvons un chevalier qui finit par féliciter notre héros, disant qu'il était un aventurier assez fort. Parmi tous les aventuriers qu'il a écrasés, celui-ci était le plus fort. Mais malheureusement pour lui, ce n'était rien. Ses égratignures, ses coupures, tout cela pouvait guérir en quelques minutes. Et là, il remarque quelque chose. Il regarde sa main et s'étonne de ce qu'il voit. À ce moment-là, nous observons une aura émaner de lui. Sa main ne guérit pas. Il se demande ce qui se passera s'il ne peut plus guérir. Il se demande quel effet a été utilisé contre lui lorsque ce pouvoir de feu a été utilisé. Mais cette fois, il ne tient pas le coup. Il tombe à genoux. C'était la deuxième fois qu'il tombait à genoux, et le personnage principal l'a remarqué. Il s'approche de ce chevalier et se demande maintenant pourquoi le chevalier sacré s'est agenouillé 2 fois devant un aventurier comme notre héros. Sachant qu'il sera vaincu par cet aventurier, il s'excuse et demande pardon. Mais à ce moment-là, notre héros lui dit de se taire, car il n'a pas encore fini son histoire. Après un certain événement lié à son ami, il a fini par perdre tout son travail. Et maintenant, les entreprises ne l'acceptaient pas, car une certaine famille était contre cet ami. Ainsi, les gens derrière son dos se demandaient pourquoi il avait offensé la famille Zhu, car cette famille était assez influente, ruinant complètement sa vie. Il aurait mieux valu qu'il meure tout de suite. À cause de toute cette situation qui est arrivée à son ami, il finit par prendre une décision très triste. Gégé prend son ami, ce même Su, et se rend chez lui. Mais à ce moment-là, lorsqu'il arrive, il frappe à la porte, mais personne ne répond. Il décide donc de forcer la porte. Et finalement, il trouve son ami à l'intérieur. Ils sont arrivés trop tard. Malheureusement, maintenant, dans un autre monde, il lève son épée et se demande s'il aurait dû lui pardonner après avoir brûlé cette chose devant lui. À ce moment-là, le chevalier finit par dire de ne pas le tuer et, en même temps, demande à ce qu'on lui impose tout ce qu'on veut, car il fera tout ce qu'on lui demandera. Notre héros accepte même. À ce moment-là, le chevalier remarque qu'il a cessé de prêter attention au combat. Il pourrait donc profiter de l'occasion pour l'attaquer, car il lui reste encore un peu de magie. Mais au moment où il envisage de passer à l'action, notre héros saisit son épée et le frappe. Après avoir fait cela, notre héros finit par dire qu'il pourra le suivre, mais seulement après sa mort. Yann, il a déjà atteint le 5e niveau. En parlant de ses serviteurs, il finit par penser que l'une de ses autres ombres se trouvait dans le donjon, et jusqu'à présent, il n'avait toujours pas de nouvelles d'elle. Il contacte donc son autre ombre et lui demande ce qu'elle fait. Où est son expérience ? Où es-tu, démon pontife ? Le démon à l'autre bout commente qu'il s'est retrouvé dans une situation assez compliquée. Elle a été confrontée à un meurtre aventureux, tandis que son ami se tenait le côté ensanglanté et se trouvait dans une situation très critique. Le serviteur se tenait fermement debout et ne laissait pas passer le salaud violet. Le chasseur qui poursuivait l'ami de notre protagoniste se demande qui est ce type. Mais le démon dit que Neitao peut tuer n'importe qui dans cette ville, sauf une personne, l'ami de son maître. À ce moment-là, l'ami de notre protagoniste comprend que Yun-kun s'est fait un excellent ami, un très bon ami même, qui le protège. Il lui demande donc d'être très prudent, car le type devant lui était fort.
Mais pour tout comprendre, il faut revenir quelques heures en arrière. À ce moment-là, il était chez lui, détendu, jusqu'à ce que ce type apparaisse. Le tueur l'a attrapé par le visage et l'a jeté par la fenêtre, et le choc lui fait perdre connaissance. Puis il se réveille dans un parking abandonné, le tueur qui était là disparaît, mais réapparaît quelques minutes plus tard devant lui. Il est surpris par sa vitesse, qui est peut-être même supérieure à celle de notre protagoniste. Il est projeté en arrière. À ce moment-là, alors qu'il est projeté en arrière, le tueur invoque quelque chose dans sa main, et à ce moment-là, il tombe complètement dans cette chose. Mais avant d'être attrapé par elle, il réussit à l'esquiver au dernier moment, en s'arrêtant dans les airs. Et en s'arc-boutant sur ses jambes pour ne pas tomber sur la pointe de l'aura, l'aventurier se demande comment il a réussi à faire ça, car c'était une lame invisible. Il dit qu'il ne l'a pas vue, mais qu'il l'a seulement sentie et qu'il sait qu'il doit être prudent. Cet aventurier est un peu fort, mais en même temps, il ne peut pas laisser mourir l'ami de notre protagoniste. Pour cela, il doit donc se donner à fond. L'aventurier qui se trouve à proximité tente de le frapper au visage, mais il parvient à l'esquiver au dernier moment. Cependant, cela n'a pas suffi, car il reçoit un coup de pied au visage, qui le projette en arrière. Projeté en arrière, il finit par tomber, mais une autre lame invisible apparaît à nouveau. Mais il esquive à nouveau. Il voulait utiliser sa forme démoniaque, car avec elle, il aurait pu facilement vaincre ce type. Mais le personnage principal lui dit de ne pas le faire. À ce moment-là, l'aventurier dirige cette lame invisible vers le haut avec sa main, vers le gars, le coupant en deux. Ne laissant sur la lame que de la confiture de fraises, à ce moment-là, il tombe et se décourage, voyant qu'il n'a même pas réussi à protéger l'ami de notre protagoniste. L'aventurier s'approche et remarque que sa lame n'est pas immobile non plus. Elle bougeait. À ce moment-là, le démon serviteur reçoit un message de son maître lui donnant la possibilité de l'invoquer. L'aventurier lui demande avec rage de mourir enfin. Et au moment où la lame s'approche, le démon active l'appel du Seigneur des démons. Il s'excuse auprès de notre héros de ne pas avoir pu accomplir une tâche aussi simple. Et à ce moment-là, la lame le transperce, mais quelque chose se produit. Il disparaît, laissant l'aventurier complètement stupéfait. Il regarde alors sur le côté et remarque la présence d'une autre personne. Il voit le type là-bas, mais frissonne en réalisant qu'il n'a même pas senti la présence de cet autre aventurier. Maintenant que le vaincu est à terre, notre héros se demande comment il a bien pu être vaincu. Il était considéré comme un bouclier humain, mais son ami finit par lui dire qu'il est en vie uniquement parce que l'ami de notre protagoniste est intervenu et lui a sauvé la vie. L'aventurier se demande qui est ce type qui vient d'apparaître. De toute façon, il s'en fiche car son but était de détruire le type en bas. Mais notre héros l'interrompt et lui demande de se taire, car ce n'est pas le moment de parler. Le tueur est tout simplement choqué par un tel manque de respect à son égard. Pendant ce temps, le héros demande à Ponty d'emmener Zaifan dans un endroit plus sûr. C'est ce qu'il fait. Il attrape Zaifan et l'emmène dans un endroit plus sûr. Mais au moment où il tente de s'enfuir, nous voyons un aventurier apparaître derrière lui et tenter de le frapper. Mais dans ce jeu, notre héros s'avère plus rapide. Notre protagoniste réussit à lui asséner un coup en plein visage, le faisant tourner sur lui-même. Il continue à dire que ce n'est toujours pas son tour de parler. Il finit par être plaqué contre le mur. Après avoir été plaqué contre le mur, il se relève, en crachant du sang. Son visage semble avoir été battu par une centaine de babouins enragés. Il regarde maintenant devant lui et comprend que ce type devant lui est différent de tous ceux qu'il a vus errer dans les souterrains. Ils étaient tous faibles, mais celui-ci apparaissait toujours dans ses statistiques et semblait toujours faible. Il n'y prêtait pas vraiment attention, mais maintenant, tout était différent. Il devait donc prendre ce combat un peu plus au sérieux. À ce moment-là, notre héros décide de faire un petit pas et se retrouve déjà derrière le salaud. Le tueur était sous le choc. Cela avait été très rapide, plutôt comme une téléportation. Mais dès que le héros a fait cela, il finit par sourire et dit qu'il vient de tomber dans son piège. 2 poignards invisibles se dirigent vers les pieds de notre protagoniste, le héros, pour essayer de l'attraper. Et une autre aura était dirigée vers lui depuis le haut. Bien sûr, cela l'a touché et notre héros l'a légèrement blessé, mais l'heure de le vaincre n'était pas encore venue. Il aimait bien notre gars, mais il était quelque peu inconnu. Mais comment un inconnu pouvait-il rivaliser avec lui ? À ce moment-là, grâce à l'aura de notre protagoniste, cette épée invisible se brise, le laissant dans un silence complet et incrédule. Il remarque même que la lumière émanant de notre protagoniste était celle d'un chevalier sacré. Mais finalement, le pouvoir qu'il a utilisé était assez décevant. UU pensait qu'il serait plus puissant qu'il ne l'imaginait. En tant qu'aventurier de niveau 4, il a été surpris de voir qu'il était trop faible. Il s'était même un peu préparé avant, au moins pour que le combat soit équitable, mais au final il n'a même pas eu besoin de se préparer autant.
Il a donc décidé de battre en retraite, laissant le gars complètement énervé. À ce moment-là, tremblant de rage, il le soulève haut dans les airs, puis crie pour activer ses capacités les plus puissantes. Quand il dit cela, nous voyons plusieurs entailles allant dans différentes directions, coupant tout autour. Mais ces incisions sont clairement dirigées vers notre protagoniste. Cependant, avant d'être rattrapé par ces incisions, il utilise à nouveau cette lumière sacrée. À ce moment-là, de la poussière s'élève à cause des nombreuses incisions qui ont eu lieu à cet endroit. Une fois la poussière dissipée, nous voyons que notre protagoniste va bien. Il commente alors qu'il peut désormais partir en paix. Un autre type apparaît derrière lui. Il comprend que même ce pouvoir n'a pas suffi à briser sa défense. Il a donc désormais une nouvelle méthode. Il va désormais attaquer de front. Mais cette attaque frontale lui fut inutile. À ce moment-là, le poignard se dirige vers notre protagoniste, mais il semble l'avoir effleuré. Il commente ensuite que cette épée a été fabriquée par des démons, ce qui lui a finalement donné un avantage supplémentaire sur notre protagoniste. Mais après avoir fini de parler, Yen se demande s'il vient vraiment de dire cela sérieusement. Il comprend que le poignard n'est pas resté dans notre protagoniste. Quelque chose d'invisible a retenu son épée. Mais finalement, la plus puissante épée qu'il possédait s'est brisée. À ce moment-là, notre héros lui donne un coup de genou au visage, ce qui le fait s'envoler. Si haut qu'il finit par percer le mur au-dessus, il n'en croit pas ses yeux. Il avait 2 boucliers. Comment aurait-il pu le savoir ? Nous voyons maintenant notre protagoniste apparaître en haut. Il s'apprête à en finir avec cet aventurier. Mais celui-ci lui demande d'arrêter, car s'il continue, la famille Zong, celle-là même qui a mis fin à la vie de l'ami de notre protagoniste, viendra le chercher. Il s'en fiche et finit par leur demander de vraiment venir le chercher. Il active son feu. Avec ce feu activé, il finit par frapper l'aventurier de toutes ses forces, le projetant dans la montagne. Il y a une explosion, et finalement, nous ne voyons plus que son corps à terre, vaincu. Il ne pouvait plus rien faire. À l'arrière-plan, nous voyons les amis de notre protagoniste et sa nouvelle créature invoquée observer tout cela. Le démon serviteur a déclaré que le maître avait en fait subi une évolution gigantesque, rendant le niveau de son adversaire totalement inutile. D'un autre côté, l'ami de notre protagoniste reconnaît que l'amélioration qu'il a réalisée était assez incroyable. Le niveau de notre protagoniste a finalement dépassé celui de son adversaire. Maintenant, en le regardant, il comprend qu'il était intéressant de rester aux côtés de notre protagoniste. L'évolution était intrigante, ce qui le rend très prometteur et laisse penser que le personnage principal pourrait peut-être ramener le clan démoniaque dans le monde réel. Maintenant qu'il s'est rapproché de son adversaire, il a compris qu'il avait acquis beaucoup d'expérience. Après tout, on gagne plus en tuant un aventurier qu'en tuant un monstre, mais à ce moment-là, il finit par penser que dans sa vie passée, il n'a jamais eu le courage de le faire. De plus, la guilde dont il faisait partie lui interdisait de faire de telles choses. Au final, après avoir tout calculé, il se rend compte qu'il était plus facile de gagner de l'expérience en tuant des aventuriers qu'en tuant des monstres. Mais dans le donjon de niveau 3, nous voyons une scène qui se déroule à l'intérieur du donjon. Nous trouvons plusieurs aventuriers et des personnes encapuchonnées. Quelques minutes plus tard, un autre aventurier de niveau 6 apparaît et le tue, et finit par obtenir ses 50 points d'expérience. C'était Juyin, et en regardant son épée, il se dit qu'il s'ennuyait tellement qu'il mourrait en si vite. Et là, on s'adresse à lui avec sarcasme, voyant à quel point son frère travaille dur. Yin a immédiatement répondu au sarcasme de son frère en costume cramoisi en lui disant qu'il ne venait jamais ici, car il ne s'intéressait pas au leveling. Jouton ne répond pas à sa question, mais veut plutôt savoir pourquoi il a mis des capuches. Craint-il que leur visage lui apparaissent en rêve ? Mais le fou à la taille déformée révèle la raison. Et la raison n'était pas bonne, cela l'aide à se concentrer sur leurs yeux, car c'est la seule façon pour lui de voir la lumière de la vie disparaître complètement de leurs yeux. Cela lui remonte le moral. Mais à ce moment-là, il se demande pourquoi il est venu ici, dans le donjon. Il n'est pas simplement venu dans les souterrains pour observer les choses folles que faisait ce type. Il révèle qu'il était venu ici uniquement pour l'aider à progresser. Il cherchait des aventuriers, car pour lui, les aventuriers lui donnaient un plus d'expérience et lui permettaient de monter plus rapidement en niveau. L'homme montre ensuite une photo du type, en disant que celui-ci était au niveau 3, mais dès qu'il réussirait à l'attraper et peut-être même à le tuer, il pourrait gagner beaucoup d'expérience grâce à lui. Mais pendant qu'il réfléchissait à ce qu'il devait faire pour le traquer, en envoyant une lettre ailleurs, nous voyons notre protagoniste assis pendant que son ami s'entraîne. Mais en même temps, il commente qu'il vient de le soigner. Il n'était donc pas très judicieux de continuer à s'entraîner en même temps, mais celui-ci a dit qu'il allait bien.
Ce n'est que maintenant qu'il se demande pourquoi le personnage principal n'était pas impatient d'entrer dans le donjon pour gagner des niveaux. Il répond alors que oui, il était impatient, et qu'il avait hâte de savoir quel niveau il allait atteindre. Ailleurs, il dit à son ami que les serviteurs gagnent de l'expérience pour lui. La scène passe ensuite à un endroit totalement inconnu, ou plutôt à un donjon. Dans ce donjon, nous voyons la créature invoquée par notre héros. Il se trouvait au 5e niveau, invoquant les créatures invoquées de niveau inférieur pour qu'elles s'occupent des monstres. Une fois leur tâche accomplie, il les a regardées avec mépris. Ils ont fait remarquer que tout le monde ici appartenait au même maître, et que celui-ci avait ordonné à tous de se battre et d'en finir avec les monstres le plus rapidement possible. Cependant, il restait simplement assis et leur donnait des ordres. Alors, l'une des ombres pointa son épée vers lui et lui demanda de se lever et de faire quelque chose. Il répond qu'il avait été le premier à être appelé et qu'il a donc le droit de commander les plus faibles. En regardant vers le bas, il remarque l'un des conscrits qui poursuit un cricket. Mais au lieu de continuer la dispute, l'ombre la plus forte finit par faire un pari. Ou plutôt, il veut faire un pari avec tout le monde pour voir qui pourra gagner le plus d'expérience, et le démon se précipite en avant. À ce moment-là, tout en parlant, il saute sur une horde géante de monstres qui venaient d'apparaître. Ils étaient tous de niveau 5, mais d'un seul geste, il parvient à détruire complètement cette vague de monstres. Toute l'expérience revient à notre héros. Pendant ce temps, nous voyons qu'il ne reste plus que des cendres de ces monstres. Avec un tel exploit, il gagnera sans aucun doute des bonus de la part de notre protagoniste. Cependant, alors qu'il réfléchissait à ce qu'il pourrait faire pour gagner des bonus, l'un des monstres apparaît soudainement derrière lui. Mais celui-ci n'a pas beaucoup de temps à l'écran, car d'un seul coup, un autre démon a déjà coupé le monstre en deux. Après cela, il gronde ce type. Mais à ce moment-là, un autre monstre tente sa chance. Cependant, d'un seul geste de la main, il parvient à couper ce monstre en deux. Et pourtant, d'autres le suivaient. Il commence alors à exécuter une autre technique, en envoyant plusieurs coups vers ce groupe de monstres, coupant chacun d'entre eux. Mais ce n'est pas encore fini, car il y avait encore beaucoup de monstres autour. L'un des gardiens de la lumière, profané du passé, se précipite en avant et finit par remercier les autres d'avoir rassemblé tous les monstres en une seule ligne. Les autres ombres lui disent d'attendre, car il y a encore des choses à faire, mais en vain. Il utilise alors son épée sacrée, qui grossit considérablement, et un gigantesque feu en jaillit. Nous voyons ensuite un coup qui tranche tous les monstres devant lui, permettant à notre protagoniste d'accumuler une expérience infinie. Mais maintenant, le personnage principal se retrouve ailleurs. Pendant ce temps, il commente que ces créatures invoquées avaient vraiment envie de gagner de l'expérience. Cependant, quelqu'un appelle Yunkina. À ce moment-là, lorsqu'il aperçoit le groupe, il remarque que le nain Dover se trouve désormais parmi eux. Il s'approche de son ami et lui demande pourquoi il a amené le nain, étant donné que les nains n'hésitent pas à échanger la vie de tous les membres de l'équipe contre du minerai. Le nain a bien sûr tout entendu et finit par laisser tomber sa hache par terre en disant « Non te... Nanli ». Il ajoute ensuite que tout ce qu'ils ont dit était faux, car il n'y a plus de nains comme ça. Mais lui était différent. C'était un nain plus particulier, qui préférait être un allié plutôt qu'un obstacle. Il commence à taquiner le nain, l'irritant. Son ami défend le nain, disant qu'il est fiable. Il se tourne vers son ami et commente qu'il aurait dû y avoir 5 aventuriers, mais son ami se contente de rire et lui dit de jeter un coup d'œil vers le haut. C'était une géante, le 4e membre de l'équipe. C'était une aventurière de la tribu des géants. Le nain était complètement choqué par la différence de taille. Mais dès que les aventuriers l'ont vue, elle s'est rapidement cachée derrière un rocher. Dès qu'elle s'est cachée, Su explique que malgré sa taille, cette fille, Erin, est assez timide. Notre héros désigne son ami et fait remarquer qu'il manque encore un aventurier. Quand il mentionne ce dernier aventurier, celui-ci apparaît immédiatement et s'excuse d'être en retard. L'aventurier de niveau 4 est arrivé. Encore une personne avec son histoire. C'était ce même chasseur sadique et fou des souterrains, Juyin, qui s'excuse une nouvelle fois pour son retard. Il se dit qu'il n'apparaît pas souvent en public et qu'il essaie de cacher son statut, donc ils doivent croire qu'il est un novice. À présent, l'ami de notre protagoniste le présente au groupe en disant que c'était un gars qui cherchait une équipe et qui suppliait qu'on l'intègre à l'équipe du héros. Malgré son niveau, il était doué au combat. Jusque-là, notre héros l'avait observé et compris que ce garçon n'avait jamais été, même dans ses rêves les plus fous, un aventurier de niveau 4. Il a déjà vu ce type quelque part auparavant et sent que quelque chose ne va pas, mais il ignore ce sentiment. Ils se sont donc mis en route vers le portail devant eux, qui était de niveau 6. Mais ici nous revenons, 2 heures en arrière, où nous voyons se former le groupe de notre protagoniste. Pendant que Su cherchait une équipe, notre héros cherchait un donjon.
Il en a trouvé un, mais à l'intérieur se trouvait un boss qui était plus fort que lui. Mais ce donjon valait la peine d'être exploré. Alors à ce moment-là, notre héros le choisit, tandis que son ami part à la recherche de leur groupe. Ils ouvrent la porte et se retrouvent à l'intérieur du donjon. Tout est plongé dans l'obscurité et dans une étrange fumée violette. Nous voyons cet aventurier de niveau 4 commenter qu'il avait très peur, que c'était horrible. Puis la fille de la tribu des géants apparaît et lui offre une sucette. Car dans ce genre de situation, cela a généralement un effet apaisant sur les gens, comme si c'était magique. Il a été un peu effrayé par la taille de la sucette, car elle aurait pu tuer quelqu'un, mais il n'y a pas prêté attention. Notre héros se tourne vers son groupe, et demande soudain où est le nain. Bien sûr, personne ne le sait, car à ce moment-là, le nain guerrier remarqua quelque chose d'étonnant. Il admire les cristaux bleus géants et marmonne avec émerveillement. Le nain s'est exclamé devant la quantité de cristaux bleus magiques, imaginant qu'il allait devenir riche, et il a commencé à les casser pour les récupérer et les emporter avec lui. Il exprima son étonnement devant la quantité impressionnante de cristaux. Il remarqua que les cristaux étaient peints partout et pensa qu'il pourrait trouver des cristaux rares plus profondément dans la grotte. Il murmura doucement en regardant l'horizon, remarquant quelque chose qui brillait. Le nain vit une pierre jaune dorée brillante. Il s'écria qu'il avait enfin trouvé la pierre la plus précieuse et la plus chère qui soit, et il bondit vers elle en riant et en se réjouissant que tout cela lui appartienne désormais. Il lui asséna un coup violent, essayant de détruire les cristaux jaunes. Mais soudain, ils disparurent, et sa pioche pénétra simplement dans la pierre. Le nain brisa la pierre et de l'énergie s'en échappa, le laissant effrayé, alors qu'il s'écriait pour savoir ce qui se passait. De retour auprès du groupe d'aventuriers, le protagoniste demanda si quelqu'un d'autre était entré dans la grotte, tandis que le groupe commentait la forte probabilité de trouver quelque chose d'important. Soudain, toute la grotte se mit à trembler et l'ami du protagoniste, incrédule, demanda ce qui se passait. Il a pointé du doigt en demandant si c'était un démon, ou si c'était quand même leur compagnon le nain. Mais le guerrier nain courait déjà, bleu de rage, et dépensa tout son dernier souffle pour leur crier de se dépêcher. Il courait et criait tandis que plusieurs golems le poursuivaient, non. Le garçon en orange, souriant et brandissant son épée, remarqua la peur du nain face au monstre de pierre. Le nain sursauta lorsqu'une créature géante apparut derrière lui. La statue géante des larmes de la haine poursuivait le nain, et une aura verte circulait autour d'elle. Et le nain criait de terreur, s'enfuyant désespérément. L'ami du protagoniste était effrayé. L'homme moustachu envisageait de se débarrasser de plusieurs membres de l'équipe, mais un adversaire inattendu et plus menaçant est arrivé. Il fit demi-tour et s'enfuit, disant qu'il valait mieux perdre de l'expérience que la vie, tandis que les deux autres observaient. Ils ont été surpris par la lueur verte qui émanait de la grotte. Une énorme explosion verte a tout envahi. Il s'enfuit, fuyant la grotte qui s'effondrait. La statue s'est dirigée vers l'ami du protagoniste qui a crié de peur et s'est enfuie désespérément. Elle rugit, ses yeux brillaient, préparant une attaque d'énergie verte. Elle cracha un liquide vert vif, rugissant de rage. La boue verte était sur le point de frapper le groupe. Le protagoniste courut vers la statue. Son ami en orange qui courait demanda ce qui se passait, tandis que le protagoniste se tenait devant la statue, criant qu'il était impossible d'esquiver une attaque aussi massive. Le protagoniste a activé sa nouvelle énergie et a dit à tout le monde de se rassembler autour de lui. Il créa un bouclier énergétique en forme de croix. La boue a frappé le bouclier du protagoniste, mais elle ne l'a pas transpercé. Elle a commencé à faire fondre le bouclier. Il a crié lorsque l'énergie verte l'a frappé, atteignant ses mains et le rongeant progressivement. La boue verte l'a frappé, atteignant presque l'ami du protagoniste. Le protagoniste a pensé que son bouclier de niveau 5 ne résisterait pas aux attaques du boss de niveau 7 et qu'il ne protégeait que lui, ce qui signifiait que ses amis seraient touchés. Il créa une énergie sombre et sanglante avec sa main. Il jeta l'énergie sur le sol et un flux rouge et noir se répandit. Tout autour de la sphère protectrice, Su et le nain furent choqués. Le guerrier rugit tandis que le garçon observait la scène avec effroi. Le protagoniste a invoqué une bête de niveau 5 qui a également rugi de fureur. Le nain se demandait s'il hallucinait à propos de l'aventurier invoquant des démons, pensant qu'une telle magie était absurde et que même les meilleurs aventuriers ne pouvaient pas le faire. Le protagoniste a crié, demandant à tout le monde de tenir bon car il les sortirait de là, montrant son leadership à ce moment-là. La créature a commencé à creuser le sol, ouvrant un chemin pour leur évasion, montrant la puissance de la créature invoquée. Le protagoniste a essayé de convaincre son ami d'entrer dans le trou, démontrant ainsi son souci de la sécurité de tous. Il a assuré à son ami que tout irait bien, l'exhortant à partir, montrant ainsi sa détermination et son leadership. La fille aux cheveux roux est descendue, mentionnant qu'il passerait en premier et demandant si le MC les suivrait, montrant son inquiétude.
Le blond a déclaré qu'il ne pouvait pas y aller car s'il retirait le bouclier, le fluide du boss inonderait le tunnel, révélant le danger dans lequel il se trouvait. Le nain a demandé comment ils allaient laisser le boss mourir, mais Su leur avait déjà assuré que Yann gagnerait bientôt un nouveau niveau, ce qui a surpris le nain. La scène a changé et Bastard Joe regardait la statue marcher vers la mare de boue, montrant que la créature avait un but. Il pensait avoir couru vite, et s'il ne l'avait pas fait, il aurait été réduit à un état sanglant, montrant que l'évasion était cruciale. La statue regarda la lueur verte de la boue, montrant de l'intérêt pour ce qui se passait là. La statue, aux yeux brillants et aux larmes vertes, marmonnait quelque chose d'inaudible, exprimant une souffrance intense que tout le monde pouvait ressentir. Le protagoniste a utilisé ses pouvoirs pour repousser la boue verte, protégeant tout le monde, montrant sa force et son leadership. L'homme moustachu a commenté que le garçon avait absorbé les capacités du patron, exprimant sa surprise. Il a remarqué que le 7e niveau dominait facilement le 5e et s'est demandé comment cela se produisait, ce qui défiait la logique. Le protagoniste, l'énergie brûlante dans sa main, restait silencieux, montrant qu'il était concentré sur le combat. Il était déjà au niveau 6. L'homme observait le monstre et se demandait comment le garçon avait évolué, montrant la surprise de tous face à la force du protagoniste. Il était surpris de voir à quel point il avait progressé sans combattre un seul monstre, montrant sa perplexité face à ce qui se passait et exprimant la confusion de tout le monde. 5 minutes plus tôt, un monstre souriant aux yeux jaunes brillants était apparu, révélant le plan. Une main monstrueuse émergea des rochers, démontrant la force de la créature. Le monstre a déclaré qu'il avait détruit presque tous les monstres et a demandé si le boss évoluerait, révélant le plan en action. Le monstre annonça que quelque chose de bien touchait à sa fin, indiquant que la bataille touchait à sa fin. Le scarabée avait déjà été invoqué. L'autre monstre grogna, demandant à l'autre de ne pas le sous-estimer, montrant que lui aussi avait un grand pouvoir. Il cria qu'il voulait rejoindre la bataille et sentir le maître l'appeler, révélant ses ambitions. Le protagoniste, avec un visage tendu, se préparait à l'attaque imminente, démontrant qu'il était prêt pour la bataille. La jambe de la statue géante s'est écrasée au sol, provoquant une grande destruction et montrant la puissance de la créature. Elle heurta le sol et le protagoniste l'esquiva. Une puissante explosion d'énergie se produisit, démontrant la puissance de la statue. Le protagoniste pensait que contre des créatures aussi grandes, attaquer par le bas serait plus efficace, montrant sa stratégie de combat. Le protagoniste a attaqué avec une épée dorée, coupant son adversaire, démontrant ses prouesses au combat. Elle commença à tomber en hurlant, et l'impact provoqua un rugissement assourdissant. La violence du combat était incroyable. Elle est tombée et une grande explosion s'est produite, montrant le résultat de l'attaque. Le protagoniste se tenait debout, tenant son épée, prêt pour un autre affrontement. Il courut avec son épée à la main, sa lame brillant d'énergie, montrant qu'il n'abandonnerait pas. Il se lança dans l'attaque, frappant avec son épée chargée d'électricité, montrant sa force et son agilité. Il a lancé un coup de poing et la statue a essayé de le bloquer avec sa main pour empêcher l'attaque. Le protagoniste a été capturé par la statue, le mettant dans une position dangereuse. La bataille avait atteint un point critique, mais quelque chose clochait. La statue s'est fissurée et a crié de douleur, tenant le protagoniste, montrant la puissance de sa frappe lumineuse. Il s'est libéré de sa main, brisant tout avec une attaque circulaire, montrant sa puissance et sa force. Il porta un coup puissant à la tête de la statue, l'atteignant juste entre les yeux. Il enfonça l'épée profondément dans la tête de la statue d'un coup, et des éclairs tombèrent de la fissure, montrant à quel point l'énergie libérée à ce moment-là était puissante. Un éclair jaune intense transperça tout, entouré de débris et de flammes, montrant le résultat d'une attaque puissante. Tout a été détruit et tout le monde a regardé le chaos, montrant l'issue de toute la bataille. Le nain fut surpris de mentionner qu'un aventurier de niveau 6 avait vaincu un boss rare de niveau 7, tandis que l'autre souriait, montrant que tout le monde était impressionné par l'issue de la bataille. Le blond a commenté que pour lui, tout cela n'était que drame et trivialité, tandis que le personnage principal a déclaré que quelque chose n'allait pas, révélant ses inquiétudes. Il a mentionné que même s'il était presque à court d'énergie, c'était un boss rare et le combat était déséquilibré, montrant que la victoire n'était pas facile. Une boue verte jaillit du sol et il exprima sa surprise, montrant que la bataille était loin d'être terminée. Elle s'est approchée du protagoniste. Le danger était imminent. Elle commença à grandir et il y eut une explosion verte brillante, transformant le combat en quelque chose d'encore plus dangereux. Une sphère jaune vif émettait des éclairs verts au-dessus du protagoniste, mettant sa vie en danger. Une explosion massive s'est produite, transformant le champ de bataille en chaos. L'explosion était visible de loin, démontrant l'ampleur de la bataille.
Le protagoniste bondit, échappant à la vase verte qui le poursuivait, luttant pour sa survie. La bataille, elle était loin d'être terminée. Il pensait que sa magie s'épuisait et que son armure ne durerait pas longtemps, montrant le danger dans lequel il se trouvait. Il observa la magie verte, essayant de comprendre ce qui se passait. Le guerrier demanda ce qu'était le brouillard, et le blond répondit que c'était de la vapeur provenant d'un liquide toxique surchauffé, montrant le danger de la situation. Le blond prit une profonde inspiration avec une expression sérieuse sur son visage, montrant son inquiétude pour ce qui allait se passer. Il a mentionné que le boss était dans une deuxième phase et que le combat avait empiré, se demandant pourquoi il n'avait pas invoqué ses serviteurs, révélant que le combat n'était pas terminé. Et maintenant, il n'y avait plus qu'un paysage de ciel sombre et de montagnes rocheuses avec de la végétation. Le protagoniste a pensé à retarder le combat et s'est interrogé sur l'ennemi caché, montrant qu'il n'avait aucune intention d'attaquer sans plan. Il entendit un bruit, quelque chose qui bougeait, quelque chose qui attira son attention sur son chemin. Ses yeux s'écarquillèrent, témoignant de sa surprise face à ce qu'il voyait ou entendait. Quelque chose d'inattendu s'était produit. Il a esquivé l'attaque, un tourbillon rouge, montrant son agilité et ses réflexes à ce moment-là. Une boule d'énergie passa en volant, laissant une traînée derrière elle, démontrant sa vitesse et sa force, montrant la puissance de cette magie. Il a provoqué une explosion, un symbole rouge brillant est apparu à la suite de la détonation, une attaque puissante et impressionnante. Le protagoniste regarda une main émerger de l'obscurité, quelque chose d'effrayant et de mystérieux. Il a activé son bouclier pour se protéger de l'attaque, se préparant à ce qu'il attendait. Le protagoniste pensait que le boss avait compris son armure, mais il l'a sous-estimé, montrant qu'il avait encore des tours dans son sac. Il a esquivé le coup, montrant son agilité et ses réflexes, montrant la force qu'il possédait au combat. Ses yeux s'écarquillèrent, montrant sa surprise face à la vitesse de son adversaire. La puissance de cette attaque était stupéfiante. Elle ne vit qu'une lame dorée s'approcher d'elle. Un cri silencieux s'échappa de ses lèvres, révélant sa peur à l'instant de la mort. Sa tête fut tranchée, marquant ainsi la fin du combat. La bataille était terminée. Le guerrier déclara que le brouillard se dissipait, montrant son soulagement face à l'affrontement. C'était la fin d'une autre bataille. L'ami du protagoniste lui fit signe de la main et l'appela, témoignant de sa joie de le voir sain et sauf. Le protagoniste a posé des questions sur les autres, et le blond a expliqué qu'il récupérerait les éclats de minerai, et la fille l'a accompagné, montrant que chacun avait un rôle à jouer dans ce voyage. Dans la grotte, le gnome ramassait des cristaux, montrant sa cupidité et son obsession pour la richesse, quelque chose qui a motivé ses actions. Il brandit un cristal bleu, criant qu'aucun cristal magique ne pouvait échapper à son contrôle. Mais le pied de quelqu'un écrasa la pierre brillante, et il hurla en essayant de l'atteindre, manifestant son désespoir et sa perte. Tout ce qu'il désirait avait disparu. Il devient évident qu'une géante est arrivée, et le grand-père demande « Pourquoi a-t-elle fait ça ?» Et puis elle commence à parler, lui demandant s'il n'avait pas fait attention à ce qui l'entourait. Ce ne sont pas des cristaux du tout. Frissonnant aux paroles de la géante, il se tourne sur le côté avec une expression de peur animale sur son visage. Il remarque qu'il y avait plusieurs squelettes de certaines créatures en dessous. Le nain fut simplement choqué et se tourna vers la déesse des nains. Il a sorti tout ce qu'il y avait dans son sac. Maintenant, on comprend que le nain est tombé sous le charme du roi des nains. Il tomba à genoux et regarda tous ses os. Réalisant qu'il était tombé sous le charme dès qu'il entra dans le donjon, il demande maintenant à la géante si elle aussi est tombée accidentellement sous ce sort. Elle dit non car pour une raison quelconque, le gaz était sur la couche inférieure et le gnome était complètement dans cette couche. Pendant ce temps, nous regardons l'ami de notre protagoniste dire qu'il reviendrait appeler le reste du groupe, mais comme il ne recevait aucune réponse, il tendit la main à Yunkin. Soudain, une coupure soudaine apparaît, lui tranchant le bras. Et maintenant, son poignet est séparé du reste de sa main, volant quelque part au-dessus. Il sursaute et crie. Mais maintenant, en regardant sur le côté, il se rend compte que Yunkin est tombé. Il y a un instant, il se tenait juste devant lui. Que s'est-il passé? Mais aussi qu'il s'est coupé la main. Le patron n'était pas mort jusqu'à ce qu'il réalise quelque chose. Ce n'était pas exactement ce qui s'était passé. Le boss apparaît à côté de lui, le frappe, et il tombe simplement au sol. Et ce n'est qu'après tout cela que nous voyons comment le boss apparaît juste à côté du personnage principal après avoir vaincu l'aventurier. Elle commence à regarder sa main et s'étonne des coupures qu'elle a faites. Cependant, elle s'intéressait aux aventuriers et à cet aventurier qu'il a vaincu il y a un instant. Elle voulait prendre son corps pour l'étudier un peu, alors il se précipite sur Yunkin pour le frapper. Mais avant qu'il ne puisse le faire, le marteau corrompu se dirige vers elle. Elle le remarque et il lève la main pour se protéger du coup, mais même cela n'était pas suffisant.
C'est pourquoi elle était mise de côté. Après cela, le marteau corrompu se déplace vers la main du nain. Le gnome regarde le visage de l'ami de notre héros qui était allongé là, et peut-être, maintenant le nain comprend que ce n'est pas seulement lui qui a été empoisonné, mais tout le groupe. Peut-être que tout cela faisait partie d'une hallucination causée par ce poison, mais il n'était pas trop tard, il pouvait encore gagner. Cependant, en regardant ce gnome, elle se demande pourquoi il était là. Il était censé dormir et ramasser ses précieux cristaux, mais le boss se demande aussi où est cette géante. Elle n'était pas dans le groupe du nain jusqu'à ce qu'il remarque soudainement une flèche volant rapidement dans sa direction. Cependant, elle le remarque juste à temps et parvient à l'esquiver. Sinon, les dégâts auraient été graves, car une seule flèche aurait pu fendre cet arbre en deux. Et, lorsqu'une flèche vole juste à côté d'elle, elle se tourne vers la forêt, où elle trouve la fille et se rend compte qu'elle est douée pour se cacher. Puis un nain apparaît par derrière avec un marteau, dans l'intention de la frapper, mais elle se retourne rapidement et se défend. Maintenant qu'elle est plus proche, elle se rend compte que ce nain est 2 niveaux en dessous d'elle, et elle se demande pourquoi une créature aussi faible que lui essaie de la combattre. Mais comme il se rapprochait, c'était une bonne chose. Ça signifiait qu'elle n'aurait pas besoin d'aller chercher le nain elle-même. Elle active donc à nouveau ce slime et se dirige vers le gnome. Le gnome n'a pas le temps d'esquiver et se fait frapper par elle. Soudain, une autre flèche vole dans sa direction. Elle le remarque et se retourne pour essayer de bloquer la flèche. Mais alors un gnome apparaît de nulle part et l'attrape par la jambe. Elle est surprise car une seule attaque aurait dû suffire, surtout vu que le nain était encore en vie, mais maintenant il était trop tard pour esquiver la flèche. Et la flèche finit par la toucher, provoquant une épaisse fumée. Allongé sur le sol, le nain dit qu'il possède une capacité spéciale qui l'a aidé à rester en vie, une peau de pierre. Bien que cette capacité soit assez faible, il a quand même réussi à durer assez longtemps. À ce stade, la fumée se dissipe et nous voyons que le boss a réussi à attraper cette flèche. Mais maintenant, la flèche a quelque peu fondu à cause de son poison. Mais nous comprenons que même cela n'a pas suffi à la griffer. La bouche ouverte, après tout cela, la géante commente même que leur niveau est trop bas. Leur force n'était genre rien. Le gnome cria de désespoir à cause de cela. Et le monstre s'était déjà tourné vers lui. Elle attaque ensuite à nouveau le gnome avec du poison, le blessant. La géante cachée finit par crier son nom. Et à cause de cela, le patron la retrouve. Après cela, elle pointe simplement son doigt dans la direction de la géante et une flèche empoisonnée se précipite vers elle, touchée juste. La géante est terminée. Maintenant, tout le monde tombe à terre et elle peut enfin continuer ses recherches jusqu'à ce qu'il réalise que 2 personnes manquaient ici. L'un en chemise rouge et l'autre qui était allongé là, tombé. Et pour comprendre où ils allaient, nous avons vu une traînée de sang. Alors qu'elle marchait le long de celui-ci, plus loin, nous avons vu que l'ami de notre protagoniste le portait. Un endroit plus sûr. Il ne pouvait pas mourir ici, mais de derrière nous avons vu le gars tendre la main dans leur direction, et ensuite lancer à nouveau cette volée empoisonnée. La chose s'est déplacée vers eux. L'ami de notre protagoniste n'a vu que, alors qu'elle s'approche, mais à la fin ils ont tous été attrapés. C'était dommage, car parmi ces deux-là, il y avait un aventurier particulièrement spécial, et elle voulait l'étudier plus en détail. C'était dommage. Cependant, des profondeurs de ce poison, une main persistante a émergé. C'était Yunjing, et il avait maintenant atteint le niveau 7. Après avoir attendu un moment, il comprit enfin comment fonctionnait l'écran, ses capacités. Mais le boss était surpris. Comment a-t-il réussi à monter de niveau ? Pour comprendre cela, il faut scruter ses ombres. À ce moment-là, l'ombre a réussi à vaincre un boss très puissant. Et puis l'ombre la plus forte a commenté qu'avec la victoire sur ce boss, il était très probable que son maître soit désormais au niveau 7. Revenant au protagoniste, il a commenté que dès le début, tout ce qu'ils ont vécu ressemblait presque à un rêve créé par le poison de ce patron. Mais maintenant, tout était fini. À ce moment-là, il tendit la main, mais il réalisa alors que le gaz toxique pouvait s'enflammer. Lorsqu'il a allumé cette flamme, il ne l'avait tout simplement pas vue avant car son niveau était trop bas. À ce moment-là, elle a de nouveau utilisé ce gaz toxique, le dirigeant vers lui. Et complètement enveloppée dans un liquide vert, elle a même célébré, croyant que c'était sa fin, jusqu'à ce que je réalise que le personnage principal a réussi à esquiver la première attaque. Pour contrer cela, elle relâcha davantage de poison, mais il esquiva tout. Cependant, tout avait changé. Notre protagoniste était plus proche d'elle que jamais. Voyant cela, elle crut avoir une chance, mais en vain. D'un seul coup, notre protagoniste réussit à la blesser. Mais même après l'avoir coupée, il a remarqué qu'elle pouvait se régénérer. Et j'ai été très surpris. En se régénérant, elle est devenue furieuse car il lui a laissé une coupure. Désormais, elle ne pourra plus porter de bikini. Elle a donc utilisé tout son pouvoir, et notre protagoniste a fait de même. Leurs forces s'affrontèrent.
Lors de leur affrontement, elle lui a fait remarquer qu'il avait une bonne mémoire. Lorsque son pouvoir et celui de notre protagoniste se sont rencontrés, ils se sont transformés en une brume toxique. Après tout, ce n'était qu'une question de temps avant que notre protagoniste ne perde son armure. Cela ne durerait pas éternellement. Il se demandait même si c'était vraiment le cas. Puis il plongea sa main dans sa brume et alluma à nouveau un feu plus puissant. Elle fut émerveillée par ce pouvoir, mais bientôt les flammes l'engloutirent. Après tout, nous l'avons vu debout là, regardant calmement tout ce qui se passait. Il réalisa qu'il avait gagné 400 niveaux, mais même cela n'était pas suffisant pour la tuer. Mais soudain, quelque chose le surprit. Dans un autre endroit, nous l'avons vu s'élever parmi les rochers. Elle a de nouveau utilisé son poison pour tromper cet aventurier. Malheureusement, elle a dû le faire car il était très probable qu'à son retour, elle voudrait se venger. Elle ne pouvait pas le tuer, mais elle pouvait détruire les aventuriers les plus faibles. Cependant, en y réfléchissant, elle remarqua une lame s'approcher. Pour éviter le coup, elle baissa ses cornes. Cependant, elles furent nettement coupées. Mais au moment où elle esquivait, nous avons vu une main apparaître derrière elle. Maintenant qu'elle était apparue, elle se demandait d'où venait ce monstre. Et est-il un serviteur de ce salaud ? Mais il n'y avait pas de temps pour les questions et les réponses, car l'ombre de notre héros lui lançait une flamme, l'envoyant voler, mais même cela n'a pas suffi à la vaincre. C'est alors que le chevalier sacré apparut. Avec son épée, il frappa un coup qui réussit finalement à la couper à nouveau en deux, mais cela n'était pas encore suffisant, et c'est alors que l'appel final arrive. Ce bouclier qu'il a pris plus tôt et qui absorbe cette fille, mais cette invocation qu'il a faite, j'ai dû essayer d'avaler cette fille. Ce qu'il ne voulait pas car il était très probable que le personnage principal voulait l'invoquer comme une ombre pour lui-même, mais même après tout cela, il se rend compte qu'elle est toujours en vie, et les démons remarquent leur maître. Ce n'est que maintenant qu'elle avait le choix, devenir son allié ou mourir elle-même. Elle finit par refuser. Elle appartenait au clan démoniaque le plus puissant et ne se serait jamais abaissée à devenir l'allié d'un humain. Pour ce faire, il prend son épée et lui demande finalement d'aller dans un autre monde. Elle a même dit que mourir était en fait mieux que d'être l'allié de ces gens. Puis le coup arrive, mais rien ne se passe jusqu'à ce qu'elle réalise que toutes les blessures sont guéries. Lorsqu'elle lève les yeux, elle voit les alliés de notre héros la regarder avec un sourire. Puis quelqu'un remarque qu'elle est toujours en vie. Quand elle se lève et regarde autour d'elle, elle voit notre protagoniste, avec une présence un peu plus imposante qu'avant. Ainsi, à genoux, elle finit par appeler notre protagoniste son maître. Après tout cela, nous voyons notre protagoniste gagner beaucoup de choses, en donnant des armes aux ombres, y compris celle-ci, qui pouvaient désormais se sentir beaucoup plus fortes à ce stade. Pendant que les ombres célébraient, nous pouvions voir quelqu'un apparaître en arrière-plan appelant Yunkin, et en arrière-plan nous pouvions voir que c'était cette géante. Elle commente qu'elle leur a donné toutes les potions de guérison, mais rien n'a aidé. Leurs blessures étaient trop profondes. Il s'approche alors d'eux pour les guérir, mais son ombre apparaît, disant que ce n'est pas nécessaire, parce qu'ils le feront eux-mêmes, et il tend la main vers eux, les guérissant maintenant. On voit alors notre protagoniste penser qu'il a eu de la chance d'être dans ce donjon. Ils ont pu augmenter considérablement le niveau, en le faisant passer du niveau le plus bas à un niveau plus élevé, mais il ne comprend pas pourquoi les golems qui poursuivaient dans le nain se sont transformés en ces créatures après la défaite du gars. À ce moment-là, sa nouvelle ombre apparaît, commentant qu'elle connaît des coffres très importants dans ce donjon qu'il pourrait prendre, et ainsi elle pourrait guider notre héros. Dès qu'elle dit cela, nous voyons que l'autre ombre de notre héros est furieuse contre elle pour avoir essayé de lui voler sa position d'ombre la plus forte. Tandis que les deux ombres se disputent, on voit en contrebas l'ami du héros, qui gisait sur le sol, mais même après sa guérison, il s'est rendu compte que sa main n'était pas revenue à son état naturel. Cependant, dans tous les cas, le personnage principal voit que tout va bien pour eux. Il se tourne ensuite vers la géante et lui demande d'aller en ville et de les récupérer, car là-bas il pourrait bientôt trouver un prêtre de haut rang, et avec ce prêtre il pourrait restaurer sa main. Mais pour quitter ce donjon en toute sécurité, ils avaient besoin d'une ombre puissante pour les guider. Il demanda donc à cette ombre de le guider, et il accepta. Alors qu'ils s'éloignent avec l'ombre, nous regardons notre protagoniste se diriger dans l'autre direction. Dès le début de cette bataille, il sait qu'il lui manque toujours un aventurier de niveau 4. Ce type doit préparer quelque chose. Mais s'il tente de s'en prendre à l'équipe de notre héros, il ne s'inquiète même pas, car il a une ombre de niveau 7 avec lui. Il n'a donc aucune raison de s'inquiéter. La scène bascule alors vers eux, où l'on voit la géante parler à cette ombre. Mais l'ombre se demande pourquoi elle recouvre le nain d'un tissu. Elle répond alors que son armure a été complètement brûlée. Bref, le nain n'a plus de vêtements. Après avoir dit de telles choses, la créature invoquée commence à commenter qu'il n'y avait aucun intérêt à de telles choses,
Mais alors qu'il marche, il se sent piégé. Voyant qu'il était sur le point d'être attrapé, il saute pour éviter d'être capturé. Mais même après le saut, on voit comment la chaîne lui attrape les mains. Et cela vous tire vers le sol. Pour éviter d'être tiré vers le bas, il finit par couper cette chaîne. Mais aujourd'hui, d'autres chaînes émergent clairement, qui viennent de directions différentes. Ces chaînes lient l'ombre de notre protagoniste. Pendant ce temps, la géante lui demande d'attendre, car elle l'aidera. Mais il lui dit de rester là, car elle doit se concentrer sur autre chose. Quelqu'un la traquait. Il pourrait se libérer, et de derrière nous, nous regardons, comme cet aventurier sourit. Mais cette ombre de notre protagoniste parvient à se libérer d'un seul mouvement. Libérer un tas d'énergies différentes. Et maintenant, il était impatient d'aider la fille. Alors, sachant que cette ombre est forte, on le voit activer une autre de ses capacités pour enfin capturer cette ombre. Mais pendant que tout cela se passe, la scène change de lieu, où nous voyons notre héros ouvrir un coffre. En ouvrant ce coffre, il prend une arme rare. Après l'avoir reçue, nous voyons l'ombre louer notre protagoniste. Cependant, tout en le louant, il sent la présence de quelque chose d'étrange, ce qui contrarie Nathalie, l'ombre de notre héroïne, qui se demande ce qui ne va pas avec le coffre. Le coffre ne la satisfait pas. Elle lui dit que s'il continue, il trouvera des coffres encore meilleurs. Cependant, il remarque maintenant qu'il n'y avait rien de mal avec les coffres qu'elle lui a donnés, mais que d'autres choses pour se passer. Ses amis sont en difficulté et ils lui demandent donc de chercher des coffres. Elle comprend, et à ce moment-là, notre héros disparaît. La scène revient ensuite à l'emplacement précédent, où l'on voit la géante tomber au sol. Pendant ce temps, devant nous, nous voyons ce chasseur de niveau 4. Il se tenait devant l'ombre de notre héros. Il était coincé dans une sorte de boue collante. Il a essayé de s'échapper, mais l'homme lui a dit de ne pas essayer. C'était une capacité qui emprisonnait tout à l'intérieur. Et une fois attrapé, personne ne pouvait sortir. Mais il n'y avait pas lieu de s'inquiéter car il le sortirait de cette chose collante. Il s'avère que c'était Jouyin, un combattant de niveau 7. Pendant ce temps, nous regardons l'ombre lui crier de ne pas faire une chose aussi stupide. S'il le fait, il en subira les conséquences. Non pas de sa propre faute, mais de celle de son patron. Mais il s'en fichait. Son pouvoir était trop grand. À ce moment-là, l'ombre, effrayée, demande comment il a réussi à monter de niveau à ce point. Il révèle ensuite qu'avant de rejoindre ce groupe, il était niveau 6, mais après la mort du boss, il a finalement atteint le niveau 7. Ensuite, il demande ce qui s'est passé. Pendant que notre héros combattait le boss, il a dû faire face à ses golems faibles, ce qui lui a permis de monter de niveau de manière significative. Après que tout cela soit révélé, il demande alors à son maître s'il a tout entendu. Cependant, l'aventurier, désormais de niveau 7, lui conseille de ne pas pleurer sitôt. Il lève alors son épée et frappe dans sa direction. Mais avant que l'épée ne puisse l'atteindre, une autre épée apparaît, empêchant l'attaque de toucher l'ombre de notre protagoniste. Puis nous voyons notre héros apparaître de nulle part. Debout sur son épée, il réussit à rester debout. Maintenant qu'il avait entendu toute l'histoire, il n'avait plus besoin de se retenir. Le combattant de rang S se tient là, la bouche ouverte, incapable de croire comment le serviteur a pu invoquer le maître juste devant lui. Alors qu'il était sous le choc, une ombre apparut derrière lui et faillit l'attraper. Mais ensuite il utilise sa capacité, faire monter la pierre et immobiliser l'ombre. Après cela, il se dirige vers notre héros pour tenter de le frapper. Cependant, notre héros parvient désormais à esquiver et atterrit sur le sol loin du sadique. Mais cela ne suffit pas, car cela active un autre piège, ce qui emprisonne notre protagoniste dans une sorte de cage. Même s'il était fort et rapide, il ne s'échapperait pas cette fois. Maintenant, le ravisseur lui serre la main. Scellez notre héros enfermé dans cette cage à l'intérieur. Le sadique se demande si cela a vraiment fonctionné, puisque l'expérience du meurtre n'est pas encore venue, jusqu'à ce qu'il ressente soudain une énorme pression. À ce moment-là, la cellule explose, et il parvient à tout éviter. Le premier serviteur démon est arrivé et a attrapé le personnage principal, lui demandant si le fou était mort. Mais le gars a dit qu'il n'avait pas acquis d'expérience, ce qui signifie que cette fois, il n'a tué que son clone. Pendant ce temps, ailleurs, nous le voyons construire un autre piège pour garder tout sous contrôle. Il commente ensuite que s'échapper ne sera pas facile maintenant, car il a également installé de nombreux pièges à la sortie. Mais pendant qu'il parle de cela, un monstre apparaît à côté de lui. Il dit au monstre de se taire, mais après avoir grogné, nous voyons comment l'ombre de notre protagoniste le découvre. Maintenant qu'elle l'a trouvé, elle lance un feu puissant dans sa direction. Mais le sadique ne peut plus rester là. Alors il commence à courir vers le portail. En courant, il se rend compte que son invocation est beaucoup plus forte que les autres, mais elle est également difficile à gérer. Il vole. Il devra utiliser des pics pour se débarrasser de cette ombre. Soudain, il lève les yeux et remarque quelque chose d'étrange.
Ce qui est apparu était pratiquement une épée qui l'a presque touché, mais il a fini par l'esquiver. La seule chose qui a été coupée, ce sont quelques clones, et les habituelles épines acérées des pierres. Au final, tous les pièges qu'il a tendus ont fonctionné. Et maintenant, il sera incroyablement difficile, presque impossible, de tous les restaurer. Le sadique était sous le choc. Il n'avait plus aucune chance de gagner. Il devait fuir. Alors qu'il parle de cela, quelqu'un apparaît derrière lui et lui dit qu'il ne pourra pas s'échapper. Ensuite, nous voyons que c'était la patronne de cet étage. Après cela, elle jette du poison dans sa direction. Je vais littéralement effacer ce salaud de la surface de la Terre. Après tout cela, nous voyons nos héros commenter que leurs illusions étaient pentes et plutôt injustes. Mais maintenant, à la fin, ça a parfaitement fonctionné, mais elle demande à la laisser le finir, et notre protagoniste commente même que c'est maintenant le moment de s'occuper de lui. Quelques minutes plus tard, on voit Juyin transformé en ombre. Il n'arrive pas à croire ce qui se passe. Regardant devant lui, il aperçoit d'autres serviteurs. Une autre ombre commente « Bah mon Dieu !» Bienvenue dans le groupe. Mais maintenant, notre héros a une tâche pour ses ombres. Le chevalier de l'ombre est choisi pour se rendre à l'hôpital le plus proche, se transformer en humain et garder la géante avec le nain. Celui qui est devant lui doit aller dans les donjons et obtenir toute l'expérience qu'il peut accumuler. Quelle que soit la situation, il ne devrait sans pas perdre de temps sur les coffres, car les ressources ne sont pas la chose la plus importante maintenant. Et maintenant, le personnage principal s'est tourné vers la nouvelle recrue. Juyin se tenait tendu, attendant de voir ce qu'on lui ordonnerait de faire. Il va maintenant retourner à sa guilde et reprendre une vie normale. Il informera également sa guilde qu'il a accompli sa mission, tuer notre protagoniste, mais cela fait partie de son plan. Là, il recueillera des informations spéciales à transmettre à notre protagoniste. Cela dit, il accepte et disparaît. Maintenant, le personnage principal se tenait devant le portail et criait joyeusement « Tout le monde au travail !» La scène passe à un autre endroit où l'on voit plusieurs personnes se demander pourquoi les chars et les aventuriers ne peuvent pas arrêter le seul et unique boss. Ci-dessous, nous vous présentons ce boss. C'était un boss sauvage de niveau 10. Le boss fonçait vers le groupe, implorant sans cesse un bouclier ou l'apparition d'un adversaire plus fort. Si cela continuait, le groupe entier serait anéanti par ce seul boss. En courant, le mage remarque qu'un archer de haut niveau est déjà en route. Pendant ce temps, à proximité, au sommet de quelques rochers, nous voyons une silhouette, un archer mieux connu comme le président d'une certaine guilde, et un guerrier de niveau 10, Joussier. Bien qu'il ne soit pas encore apparu, nous voyons un char avancer. C'était un guerrier de niveau 9, Zek, il demandait simplement à être soigné. S'il était soigné, il pourrait repousser ce monstre quelques minutes. Dès qu'il dit cela, on voit une aventurière apparaître derrière lui. Elle est ses plus connue comme guérisseuse. Elle utilise sa capacité de soin sur le tank, lui redonnant des forces. Il active ensuite son bouclier. Avant, il était blessé et il lui fallait 1 minute entière pour le maintenir au sol. Mais cette fois, il ne lui faudra peut-être que 10 secondes pour maintenir un tel monstre au sol. Mais à cet instant précis, un monstre apparaît. D'un seul coup, il frappe le bouclier et le brise instantanément. Mais ce n'était pas tout. L'impact du char le projeta en arrière avec une force considérable. Un instant plus tard, il s'écrase contre le mur de la montagne, le fendant complètement. Son groupe observe la scène, sous le choc. Un seul coup suffit à percer les défenses de cet incroyable char. Telle était la puissance du monstre. L'ombre du monstre apparaît alors près des personnages en arrière-plan, qui se retournent, tremblant de peur. Ils comprennent alors que c'est la fin pour eux. Mais soudain, ce chef éléphant s'arrête sous le choc. Jusqu'à ce que l'un d'eux pointe du doigt et s'exclame que c'est le président de la guilde. En levant les yeux, nous voyons Joussier debout là, regardant vers le bas. À cet instant, les gardes et les aventuriers remarquent sa présence. Ils sont remplis de joie. Alors qu'ils font la fête, l'aventurier saute soudainement de cette hauteur. Sa vitesse est extrêmement élevée. Alors qu'il tombe vers le boss, nous voyons le boss se préparer à frapper, avec l'intention de l'achever d'un seul coup. Mais en même temps, l'aventurier prépare également son attaque. Il se prépare et lance un coup de poing, et le boss fait de même. Les deux coups se rencontrent en plein vol. Le plus fort sera le vainqueur. L'aventurier frappe alors d'un coup plus puissant, si puissant qu'il repousse légèrement le bras du boss. Mais cela ne suffit pas. Vaincre le boss serait facile. D'un point puissant, il l'écrase. Non seulement il le bat, mais il l'humilie aussi. Après tout cela, on voit le boss s'enfoncer de plus en plus profondément dans le sol. L'attaque de l'aventurier était incroyablement puissante. La fille se demande si l'onde de choc va les frapper. Mais le chauve était sûr qu'il ne se ferait pas prendre. Après tout, ils étaient un loin. Jusqu'à ce que, quelques secondes plus tard, il réalise ce qui les a vraiment eus. La fille hurle.
Et tandis qu'il est, pour ainsi dire, piétiné, pour éviter le même sort, ils se mettent à fuir. Mais pendant leur fuite, nous constatons que tout cela est vain. La fille et un autre aventurier ont été capturés par sa capacité, et tout le monde autour fut envoyé ailleurs, au paradis ou peut-être en enfer. Après toute cette destruction que nous voyons, comme si quelque chose volait vers un autre endroit. Mais cette chose s'arrête soudainement juste devant l'aventurier. L'aventurier le regarde et est surpris, voyant que le président est devenu, disons, plus arrogant et fou qu'avant. Mais pour lui, ce n'était plus si surprenant. Il le salue, mais le président lui ordonne de s'écarter, sinon il subira le même sort. Mais il ignore l'avertissement et commence à raconter l'histoire. Le président lui demande cependant d'arrêter ses bêtises, et lui demande pourquoi il est ici. L'aventurier mentionne alors vaguement qu'il a une bonne nouvelle. Il a enfin accompli sa vengeance et vient maintenant le lui annoncer. Puis il se tourne légèrement et lui dit de ne pas lui parler de telle chose. Après tout cela, il était sur le point de partir, mais avant de le faire, il demanda si le président serait, par hasard, présent à une réunion privée avec ses anges plus tard dans la journée. En entendant le mot « ange », le regard du président change. Quelque chose sort de ses yeux et se dirige vers l'aventurier. Il succombe à son influence et tombe à genoux. Après cela, le président l'avertit de ne pas parler de choses dont il ne devrait pas parler, sinon des situations dangereuses surgiront pour lui. Après ces mots, l'aventurier s'excuse et le président s'en va. Resté seul, l'aventurier se sent un peu déprimé. Même après avoir atteint le 7e niveau, il était encore brisé par l'énorme pression exercée par ce soi-disant président. Mais c'était une question pour plus tard. Malheureusement, il était loin d'être au niveau du président, mais il espérait que son maître lui permettrait au moins de s'entraîner sous ses ordres. Pendant ce temps, dans le temple des anges, nous voyons le président se promener. Il arrive à un certain endroit et s'agenouille, déclarant que l'aventurier supposé survivant a été éliminé. Maintenant qu'il avait réglé ce problème de manière plutôt triomphale, il demanda au patron dans les coulisses de lui remettre la clé de certains portails épiques. Le patron lui rit au nez, disant qu'il avait juste réglé une affaire banale et qu'il exigeait une récompense aussi importante. C'était une insulte pour lui. Après cela, il réalise que le jeune ange a le sens de l'humour. Cependant, pour les aventuriers de niveau supérieur à 10, atteindre les rangs supérieurs demande beaucoup d'efforts, parce qu'ils obtiennent trop peu d'expérience des ennemis de rang inférieur. S'ils ne rencontraient que des monstres ou des aventuriers de même niveau, ils ne pourraient pas progresser beaucoup. Sans compter que les boss les plus puissants étaient quand rares et qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Trouver de tels monstres était rare. Cependant, il demande qu'ils lui remettent au moins la clé, car il a fait beaucoup de sale boulot pour ses anges au fil des ans. L'un des gardes entend cela et s'irrite. Il demande alors au président s'il craint de perdre la vie à cause de ses propos. D'un seul mouvement, il dégaine son épée et attaque, avec l'intention de le détruire. Mais quelqu'un à l'extérieur de la porte lui ordonne d'arrêter. Il s'exécute, mais pas avant que son coup ne coupe à moitié les pointes sur la tête du président. À ce moment-là, la silhouette derrière la porte commence à dire que s'il ne l'avait pas choisi dans ce donjon, lui et les membres de sa tribu auraient été détruits. Finalement, ce fut une bénédiction pour lui de prendre le contrôle de la petite guilde existante. Par sa présence et son soutien, il lui en était reconnaissant. Après avoir dit quelque chose comme ça, quelque chose tombe à côté de lui, attirant son attention. Il se retourne et, ce faisant, est surpris par la faille laissée par un mouvement de cet aventurier ou de l'un des gardes angéliques. En arrière-plan, on voit que la coupure n'était pas une simple coupure. D'un seul coup d'épée, il faillit fendre la montagne en deux. Réalisant la puissance de ses gardes, il se rend compte que ces simples gardes ici sont beaucoup plus forts que lui, car un seul d'entre eux pourrait le tuer à tout moment d'un seul mouvement. Il continue ensuite en demandant s'il pourrait par hasard lui donner la clé. Alors que son inquiétude grandit, la scène se déplace soudainement vers un autre endroit, quelque chose comme le bas d'un pont. Là, nous voyons un gars debout devant un portail. Debout devant le portail, on lui demande s'il est venu acheter une clé. À cette réponse, il répond que oui. Et puis on lui dit d'arrêter de dire des bêtises et de perdre son temps. Puis il appelle notre héros à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, il mentionne que puisqu'il a été présenté par Zen de la guilde Zer, il aura la permission d'entrer. De plus, les combats synthétiques sont interdits ici, car si quelqu'un essaie de les combattre, il sera puni par un archimage de haut niveau. Alors, s'il ne veut pas d'ennui, il n'a qu'à suivre les ordres. Il accepte et ils avancent os. À mesure que le protagoniste avance, il remarque que le marché noir des aventuriers est dissimulé afin qu'il ne soit tellement pas attiré par ces figures angéliques. Il trouve cela plutôt astucieux. En entendant cela, on lui dit qu'il peut également y trouver des biens de haut niveau contrôlés par de grandes corporations, notamment la clé du donjon. Juyin lui annonce que le maître de cérémonie viendra le chercher.
Avant de continuer, le protagoniste sort un lingot d'or de sa poche et le remet à l'aventurier. L'aventurier l'attrape alors et commande qu'il est un débutant et qu'il ne connaît pas grand-chose aux règles ici. Cependant, lui donner cet or ne constitue pas nécessairement une violation des règles. Sachant cela, il constate que ce n'est rien de grave et l'aventurier accepte le cadeau. Comme il y a une file d'attente géante et que cela prendra trop de temps, l'aventurier appelle le protagoniste en lui disant qu'il existe un raccourci. S'il reste dans cette file d'attente, il lui faudra plusieurs jours pour obtenir la clé. Tous les aventuriers ici recherchent la clé et il semble que le débutant en cherche une aussi. Tout d'abord, il lui donnera un bon programme éducatif sur les clés de donjon. Elles ne sont nécessaires aux aventuriers qu'après avoir atteint le niveau 10. Il explique ensuite que les donjons sont divisés en différents niveaux. Le premier est un niveau facile où aucune clé n'est requise. Cependant, une fois qu'une personne atteint le niveau 10, elle aura besoin de clés, bien que le butin à l'intérieur soit assez pauvre et que les monstres soient très solicites, soient très faciles à combattre. Il y a ensuite un autre niveau, plus difficile, où l'on trouve des monstres bien plus puissants. De plus, les objets à l'intérieur sont très utiles. Il existe également des herbes qui vous aident à atteindre le niveau 20 beaucoup plus rapidement, mais vous devez déjà être niveau 20 pour entrer dans cet endroit. Le niveau suivant est épique. À l'intérieur, les aventuriers rencontreront des monstres équilibrés et d'une force considérable. Ils y trouveront également de précieuses récompenses, dont de superbes objets. Pour y accéder, il faut être au moins de niveau 30. Enfin, il y a le niveau légendaire. La difficulté est extrêmement élevée, mais les matériaux trouvés sont d'une valeur inestimable. Les chances de trouver des ressources de niveau supérieur sont également plus élevées. Donc après tout cela, il se rend compte qu'il doit y avoir un donjon. En atteignant le niveau 40, il obtient la clé du donjon 41, mais le niveau 40 est le maximum actuel. Il commande qu'aucun donjon n'a jamais atteint le niveau 41. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a atteint le niveau 41. La clé est donc inutile, ce qui contrarie le protagoniste. Mais il remarqua que son compagnon ne lui avait pas parlé du 5e type de donjon. Mais de tous ceux qui ont visité ce donjon de niveau infernal, personne n'a pu survivre. Il demande ensuite à tout le monde d'arrêter de parler et d'écouter, pour que tout le monde soit attentif, car maintenant il va commencer la vente aux enchères des clés. Il montre donc la clé du niveau 10 et demande si quelqu'un la veut. Une personne la désigne et offre 50 000. Il commande qu'il paiera 50 000. Jusqu'à ce qu'une autre personne intervienne et propose 70 000. Puis une autre fille propose 80 000. La vente aux enchères a continué et tout le monde a surenchéri. Le conducteur regarda cette fille et se demanda d'où venait cette fille. Pendant ce temps, le personnage principal était occupé avec ses appels. Après tout, c'est lui qui a appelé la jeune fille et l'a initiée à ses métiers. Quand soudain le satellite a attiré son attention, et je lui ai dit de choisir ce donjon car un donjon de niveau 10 est possible pour lui. Là, on pouvait entrer en payant 100 000, et à la fin, le maître du donjon recevait un bénéfice de 200 000, sans compter les dépenses pour les aventuriers alliés. Après avoir réfléchi à 2 fois, il réalisa qu'il ne devrait même pas envisager un donjon de niveau épique, car étant seulement de niveau 7, il ne pourrait pas le terminer même dans ses rêves. Puis quelqu'un intervient et propose 120 000. En entendant 120 000, le commissaire-priseur le désigne du doigt et annonce qu'il est seul le nouveau propriétaire de la clé. Après cela, plusieurs mages et aventuriers s'approchent de lui, disant qu'ils pourraient l'aider à nettoyer ce donjon. Puis on voit 2 d'entre eux suivre ce type sans réfléchir. Et le compagnon est content, car maintenant 3 idiots ont cessé de rivaliser avec eux. Puis le commissaire-priseur pointe dans une autre direction. Il y a maintenant une autre clé du donjon d'élite. Il tape dans ses mains pour attirer l'attention de tout le monde. Maintenant que la clé précédente est vendue, il annoncera la suivante. Cette clé aura une valeur bien plus élevée. Il s'agit d'une clé de rang épique pour le niveau 10. Le prix de départ est de 200 000. Les habitants du quartier commencent à dire que cela n'en vaut pas la peine. Le prix était élevé et embaucher des aventuriers serait assez coûteux, car des aventuriers de haut niveau étaient en requis. Certains partant même, constatant qu'il y avait des guildes qui n'avaient que des aventuriers de haut niveau qui entraient dans de tels donjons. Beaucoup de gens abandonnent jusqu'à ce qu'un président arrive et propose 500 000 $. Tout le monde resta bouche bée devant cette déclaration, impressionné par sa générosité. Le prix était également généreux, et chacun était convaincu qu'il parviendrait à accomplir sa mission. Le compagnon commente même que lui seul pouvait faire cela, et que si quelqu'un veut vraiment devenir fort, il devrait prendre exemple sur ce type. Mais ensuite la scène se déplace à l'extérieur, où nous voyons Zhu Ying mentionner que le vieux lézard assistera également à l'événement, voulant acheter une clé. Mais tout d'abord, il lui demande s'il le reconnaît par hasard.
L'ombre du protagoniste commente que non, ce président ne reconnaît toujours pas son visage. Sans même reconnaître son visage, le protagoniste se demande pourquoi cet homme a soudainement voulu obtenir cette clé de niveau épique. À cela, il répond au protagoniste qu'il est récemment allé au Temple des Anges et qu'il est soudainement revenu. Peut-être que quelque chose l'a poussé à le faire. De retour à la vente aux enchères, il se demande si quelqu'un osera le défier dans cette guerre d'enchères. Puis quelqu'un lève la main et annonce qu'il enchérira 600 000. À ce moment-là, le lézard se demande qui était cette personne. C'était la même fille de démon, et à cause de cela, il augmente le montant à 1 million. Alors que le prix augmente, le protagoniste se tourne vers le gars et lui demande pourquoi il augmente autant le prix. Il répond que c'était un donjon de niveau épique, mais après tout, ce n'est que le niveau 10, et il faut beaucoup de chance pour réclamer une somme gigantesque. Bien que le compagnon ait arrêté ses pensées et que son visage soit devenu rusé, surtout quand il voyait le visage fou du protagoniste devant lui. Mais la scène revient à lui et finalement le lézard entre en scène, déclarant que personne ne donnera une somme supérieure à lui. Soudain, un nouveau pari lui tombe dessus, 1,5 million, ce qui le stupéfie complètement, lui et toutes les personnes présentes. Il se tourne vers elle et est surpris car elle est réapparue. Et la femme lui sourit d'un air suffisant. Puis il augmente le prix à 2 millions, mais elle l'augmente à 2,1 millions. Et ce chiffre continue de croître jusqu'à atteindre 2, 3, 4 millions. Maintenant, il se rend compte qu'elle a fait tout cela exprès, et si elle jouait vraiment, il augmente la mise à 5 millions. Après avoir annoncé 5 millions, tout le monde reste sans voix. En fait, au niveau 10, ses mouvements sont encore bien plus arrogants. La clé coûtait 200 000 $ au départ, et son prix est désormais passé à 5 millions. Cependant, il se demande si elle a le courage. En la regardant, elle commence à dire des choses qui le font réfléchir sur la vie. Après avoir réfléchi un moment, il tente de retrouver cette fille. Après une longue recherche, il réalise qu'elle n'est plus là. Elle a disparu. Il court dehors et en sortant se tourne vers ce type et lui demande s'il sait par hasard où cette fille est allée. Réalisant que tout cela n'était qu'un piège pour l'amener à dépenser tout cet argent, il se retrouve dans les limbes, ne comprenant presque rien. Maintenant, s'il devait rencontrer à nouveau cette femme par hasard, il chercherait certainement à se venger non seulement du fait qu'elle l'avait essentiellement humilié devant tout le monde, mais aussi pour lui avoir fait dépenser tout cet argent. En sortant du donjon maintenant, le compagnon s'excuse car il s'avère qu'il l'a amenée ici en vain. Et aussi pour cette fille folle qui est sortie de nulle part. Cependant, il recule et finit par dire qu'il a désormais les coordonnées du protagoniste. Si un très bon objet apparaît, il appellera le protagoniste et ils disparaîtront. Mais elle est apparue à côté du protagoniste. La fille qui a trompé ce président pendant tout ce temps, et après qu'elle se soit présentée, il a célébré en disant que ce qu'ils ont fait là-bas avec ce lézard était simple. Cependant, la jeune fille ne s'inquiétait pas pour l'argent. Si cet argent avait atterri dans leur poche, elles auraient été absolument riches à ce moment-là. Mais bon, ce qu'elle dit est tout à fait logique. Derrière leur dos, nous voyons l'homme qui dit cela. Après cela, elle est surprise et se rend compte qu'il s'agissait du commissaire-priseur du passé, ce qui l'étonne, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il faisait également partie du clan des démons. Il est très probable que le protagoniste lui ait fait la même chose qu'à elle. Il confirme et nous révélons ainsi que le commissaire-priseur était aussi un fidèle serviteur du personnage principal. Cela transparaissait dans son aura et il décida de l'utiliser à son avantage. Ce qui n'est pas surprenant puisqu'il a soudainement commencé à donner des instructions pour augmenter le prix d'enchère de ce donjon, et maintenant il montre la carte et commente qu'en ce moment il a 4 millions, parce qu'il en a déjà un pour la contribution. Nous voyons la fille se demander quoi faire de cette clé, c'était la seule disponible aux enchères aujourd'hui. Et maintenant, du point de vue du protagoniste, il comprend qu'il a une assez bonne somme d'argent. Quelques minutes plus tard, quelqu'un le remercie. En voyant ce type, il s'agissait d'un assassin de niveau 10. Mais maintenant, il a réussi à obtenir la clé bien moins chère qu'en l'achetant à la maison de vente aux enchères. Mais pourquoi la clé achetée à l'entrée du donjon est-elle moins chère ? À cela, il répond que tous les membres du groupe de cet homme sont morts à l'intérieur du donjon et que c'est par pure chance qu'il a réussi à en sortir vivant. Et à cet instant, la clé qu'il possède est la seule qu'il ait entre les mains. Si, par hasard, elle était vendue sur le marché, il pourrait la vendre très cher. En entrant dans le donjon, nous remarquons une créature derrière lui, observant tout ce que faisait le protagoniste. Mais en attendant, nous voyons le président avec ce lézard, voyant que la fille du passé a reçu une nouvelle clé, et sachant que seulement 2 personnes y entraient, il ordonne aux 3 gardes qui l'accompagnent d'entrer avec lui. Les désignant du doigt, Vonnie commence à transpirer et commente que combattre les 2 à l'intérieur était facile, mais combattre le président, il ne voulait pas entrer dans le donjon. C'était difficile, mais il devait entrer.
Mais dès qu'il tente d'entrer, une surprise l'attend. En entrant, il reçoit un message système indiquant que le donjon est plein. Mais il se demande pourquoi il est plein, alors que seulement 2 personnes sont entrées il y a quelques instants. Comment 3 autres personnes ont-elles pu entrer sans qu'ils ne s'en aperçoivent? Voyant qu'ils ne peuvent pas entrer, les gardes derrière lui célèbrent. Cependant, le président se retourne et dit qu'ils n'ont plus de temps à perdre ici, car plus tard ils se concentreront sur leur propre donjon. Pendant ce temps, à l'intérieur du donjon, nous voyons le protagoniste remercier son groupe de l'avoir aidé à atteindre le niveau 10. Cependant, maintenant qu'il a atteint le niveau 10, il a de bonnes nouvelles pour chacune de ses ombres. Désormais, chacun d'entre eux pourra recruter ses propres followers. C'est parce qu'en atteignant le niveau 10, le système lui a accordé une nouvelle capacité. Cette capacité permet à ces ombres de transformer les joueurs ou les monstres en leurs propres disciples. Ces ombres célèbrent immédiatement avec des cris de joie. Pendant ce temps, nous la voyons regarder la première ombre que le protagoniste a acquise. En lui demandant si elle avait honte et si elle écoutait même, le protagoniste avait encore quelque chose à dire. Cependant, l'ombre répond qu'elle n'a pas honte, car il y a un très bon monstre devant, et l'ombre du protagoniste veut obtenir cette ombre particulière pour elle-même. Maintenant, leur objectif est de rechercher des serviteurs petits, forts ou faibles, car celui qui peut rassembler le plus d'adeptes attirera l'attention du protagoniste. Avec ces mots, ils commencent tous à disparaître dans les profondeurs du donjon. Pendant ce temps, ils se demandent ce qui se passe dehors. Neitau commande que Shu a emmené plusieurs membres de son équipe se battre dans son propre donjon. Nous voyons également que ce type a acquis une nouvelle capacité qui lui permet de se cacher, afin que personne ne puisse remarquer sa présence. Maintenant, il va rester ici pour observer tout ce qui va se passer. À l'intérieur du donjon, nous voyons la même ombre du protagoniste qui remarque qu'il y a des monstres devant. Ces monstres extraient du minerai, mais l'un des monstres boss détecte la présence de l'ombre du protagoniste. Ce boss était un mineur de niveau 10. Voyant l'ombre, il pointe du doigt et ordonne aux gardes restants d'attaquer le mystérieux intrus. Dès qu'il dit cela, nous les voyons tous voler vers l'ombre. En fait, les combattre était difficile, alors il décide d'utiliser la fusion de compétences. Il utilise maintenant son feu brûlant comme auparavant, mais cette fois, il y a autre chose derrière. C'est le même poison. Ce poison l'enveloppe complètement. Quelques instants plus tard, le poison mêlé à son feu se propage vers les mineurs. Nous assistons alors à la destruction qu'elle provoque. Tous les mineurs ont été exterminés et vaincus par la capacité de cette fille. Cependant, dès qu'il se rend compte que quelqu'un lui a volé ses victimes et ses ombres, il devient irrité. Puis il se retourne et commence à la blâmer aussi. Elle a failli le tuer aussi, mais il avait un bouclier, donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter à ce sujet. Cependant, la fille regarde devant elle et commande que quelqu'un est apparu et a interféré avec ses plans. Les invocations qui étaient censées aller à l'ombre du premier protagoniste ont été invoquées par l'ombre d'un autre protagoniste. À ce moment-là, il se retourne et lui crie d'arrêter de voler ses ombres. Cependant, l'autre ignore complètement la première ombre du protagoniste et ordonne à ses nouvelles ombres de le suivre car il avait besoin d'acquérir de l'expérience. Cela donne plus d'expérience au protagoniste. Plus il en acquiert, plus il lui accorde d'attention. En revanche, toute l'expérience revient au protagoniste. Ça n'a fait que grandir. Pendant ce temps, on a aussi vu ailleurs comment certains gars détruisaient tant des monstres plus faibles, comme des cafards mutants géants. Après les avoir éliminés un par un, soudain le même président apparaît de derrière. Il se plaint aussitôt, disant que ses joueurs sont trop faibles. Ils ont la classification d'assassins, mais à quoi bon? Si lui, le président, n'était pas là, tout le monde serait mort. Alors il leur ordonne de le suivre au moins. Ils obéissent et avancent, atteignant finalement le boss de niveau 10. Ainsi, ce boss qui est apparu a été facilement vaincu par l'ombre du protagoniste. Après que tout le monde ait été vaincu, nous les voyons tous allongés sur le sol, et derrière eux nous trouvons le protagoniste qui vient d'arriver. Il réalise que ces ombres sont devenues bien plus fortes pendant ce temps. De plus, il pourrait rester allongé quelque part, sans rien faire, et pourtant progresser. Maintenant, le gars venait d'atteindre le niveau 11. Mais quand il a mis sa main devant le boss, il a remarqué à quel point il était faible, ce qu'il ne voulait pas pour le moment. Cependant, juste au moment où il pensait qu'il ne voulait pas absorber ses ombres, un portail est apparu juste devant lui. Dès qu'il apparut, il ordonna aux ombres derrière lui de s'emparer de la proie. Une fois tout miné, c'est facile. Il suffit de retourner sur Terre, d'aller au marché noir et de tout vendre à bon prix. Après avoir élaboré tout ce plan, il quitta le portail. Puis, dans le portail suivant, ces ombres ont pu facilement tuer un boss puissant. Ailleurs, d'autres ombres détruisaient des monstres plus faibles. Ainsi, le personnage principal a continué à progresser rapidement à l'intérieur du donjon épique.
Il s'est rendu compte que le donjon était trop facile. Au début, il pensait que ce serait difficile. À ce moment-là, il avait déjà atteint le niveau 19. Pendant ce temps, ailleurs, la scène passe à l'un des boss tenant un guerrier par la tête. Ce guerrier qui était retenu appelait à l'aide car le boss qu'il avait capturé était de niveau 14. N'ayant pas le choix, nous voyons le président avancer sa main et, en un instant, il parvient à détruire ce boss. Avec lui, il a également détruit plusieurs gardes plus faibles qui interféraient avec sa ferme. Après avoir vaincu le monstre, il se tourne vers le groupe et recommence à se plaindre. Ils avaient enfin atteint le niveau 15, mais en y repensant, il ne restait plus que 2 de ses chasseurs. À ce moment-là, il s'est même demandé pourquoi il avait embauché ces gens, car il portait à lui seul toute l'équipe. Cependant, l'un des personnages en arrière-plan interpelle le président et lui demande de regarder en arrière. Il se retourne confus, et il voit apparaître la jambe du monstre. C'était un boss de niveau légèrement supérieur, mais son niveau ne nous a pas été montré. Cela suggère que c'est le patron qui est entré sur ce territoire de son propre chef. Le président se demanda même s'il y avait un sceau dans ce portail, mais pour mettre fin à cette absurdité, il attaqua le monstre avec l'une de ses troupes. L'attaque l'a frappé directement, l'envoyant s'écraser au sol. Après l'avoir écrasé, il a immédiatement commencé à célébrer. Le président se réjouissait déjà, car après une telle attaque, il aurait été impossible que ce monstre s'en sorte indemne. Alors, à ce moment-là, pour s'assurer qu'il l'avait vraiment vaincu, il s'est approché pour jeter un œil. Mais une fois arrivé, une surprise l'attendait. Le monstre se tenait toujours là, le regardant plutôt docilement, tandis que la fumée et la poussière remplissaient trop l'air. Mais notre scène se déplace vers un autre endroit sur Terre. Maintenant, nous voyons quelqu'un sortir du portail. Et pendant ce temps, un gaz à la caisse est surpris, voyant que celui qui est sorti n'était pas le président. Et notre personnage principal, comme ce n'était pas lui, il finit par demander au gars d'arrêter parce que, il partait et il y avait quelque chose à faire. Commission. Il ne pouvait pas passer sans payer la commission. Le protagoniste, qui ne s'en souciait plus, se demande ce qui se passe avec ce type. De quelle guilde est-il issu? S'il le savait, il serait choqué. Il appartenait à la célèbre guilde du Scorpion Rouge. Leur chef était fou, se précipitant dans tous les donjons qu'il trouvait juste pour gagner des niveaux. Cependant, le personnage principal, déjà fatigué de ces gars-là, finit par dire que si, par hasard, il refuse de payer, alors le gars révèle que s'il ne paie pas, ils le battront si violemment qu'il ne pourra même pas marcher. Mais dès qu'il ouvrit les yeux pour dire cela, quelque chose passa, attirant l'attention du protagoniste. Il fait remarquer que celui qui était censé le frapper était peut-être celui qui volait. Il décide alors de lever les yeux et a une surprise. C'était le président. Il s'est envolé hors du portail et s'est écrasé contre les arbres. On découvre alors ce qui lui a vraiment fait du mal. C'était ce mystérieux Béocès. Les héros furent tout simplement choqués par cette tournure des événements. Il sauta et se dirigea maintenant vers le protagoniste, qui était toujours en pleine conversation avec ce type. Son saut était incroyable. Il a sauté du portail directement sur la montagne. Maintenant, au sommet de la montagne, nous voyons que son coup était si puissant que toute la montagne trembla. Voyant tout ça, le gaz a reculé, tellement c'était terrifiant. Le boss s'est échappé du donjon. Il a même supplié le protagoniste de s'enfuir, car s'il restait ici, il mourrait certainement. Pendant qu'il mendiait, la scène changea de lieu. Les habitants de la forêt commencèrent à fuir. Ils ne voulaient pas rester là car ils avaient reçu un message selon lequel un boss très puissant était apparu. Après que tout le monde se soit échappé, nous retournons voir le boss. Il regarda le président, qui était allongé sur le sol. Maintenant, nous voyons le patron décider de mettre sa main au sol. Et après avoir fait cela, il retire une pierre géante du sol. Puis avec cette pierre, il la ramasse et la lance vers le président. Voyant cela, le président comprend que les choses vont mal. Cette énorme pierre se rapprochait de plus en plus de lui, et pour l'empêcher d'être écrasé, une silhouette apparaît en arrière-plan. Une aventurière utilise sa magie du feu. Son attaque était suffisamment puissante pour faire exploser la pierre. Celui qui a fait ça était un aventurier mince de niveau 30 et le président de la guilde ST. Le chevalier qui se tient derrière elle est sans voix, voyant que leur président n'a même pas eu le temps de voir l'attaque du boss, alors qu'elle l'a frappé avec succès à longue distance. Mais elle n'avait pas encore fini. Elle n'avait toujours pas réussi à vaincre complètement le boss. Pendant ce temps, la scène revient au président. Il était complètement vaincu jusqu'à ce qu'il voie quelqu'un apparaître dans l'ombre. En voyant cette silhouette s'approcher, il se rend compte qu'il s'agit d'un allié. C'était aussi le compagnon du protagoniste, son ancien camarade. Il demande même si le président déchu n'a pas honte de s'allonger ainsi sur le sol. Le président, toujours au sol, lui demande s'il l'a vaincu. Cependant, son objectif n'était pas de le sauver.
C'était un chasseur qui comptait sur les armes et les pièges pour faire face à tout, et pourtant il a réussi à neutraliser l'une des attaques les plus puissantes du boss. C'était incroyable, mais ce qui l'effrayait vraiment, c'était qu'il ne voyait pas son niveau. Il pensait même être un tricheur. Seulement ça pouvait tout expliquer. Mais à ce moment-là, il lève les yeux juste à temps, voir une des pierres voler vers lui. Cela le frappe en plein visage. Pendant ce temps, on voit le patron se précipiter vers lui. Mais avant que l'attaque n'atteigne sa cible, quelque chose frappa le boss en plein visage. Celui qui a fait cela était un archer qui utilisait une attaque à longue portée. Puisque Juin a réussi à porter un coup direct au visage du boss, le patron saute juste, laissant un autre cratère dans la montagne après son saut et se précipitant avec une vitesse incroyable vers l'archer. L'archer, le voyant s'approcher, saisit une autre flèche, mais cette flèche était coincée. Ce piège n'était qu'un filet magique. Ce filet finit par attraper le patron. Le boss, une fois attrapé, ne pouvait tout simplement plus bouger, ce qui l'a finalement fait s'écraser la tête la première contre une montagne. Pendant ce temps, il demande au protagoniste de libérer son autre forme démoniaque, car sous cette forme, il devient plus fort. Le protagoniste admet qu'il deviendra effectivement plus fort, mais il ne peut pas montrer sa force maintenant, car il y a beaucoup de spectateurs. L'ombre avait une bonne option. S'il ne voulait pas que les gens le voient, il valait mieux les tuer. Le protagoniste refuse, prétextant qu'il souhaite que les gens observent tout en simples spectateurs. Cependant, le patron parvient à sortir du réseau et grimper jusqu'au sommet où se trouve l'ombre du protagoniste. Mais l'ombre a une longueur d'avance. Des épines apparaissent du sol et ils ont frappé le patron, l'immobilisant pendant quelques instants. Bien que cela ne le retarde que pendant un court instant, cela lui inflige également des dégâts mineurs. Pas grand-chose, mais quand même, le Minotaure était de niveau 24 et enragé. Tandis que des stratégies sont élaborées pour vaincre le boss, la guilde du passé observe. Elle réalise que ce boss est 4 niveaux plus haut que ce chasseur. Le chevalier à côté d'eux remarque qu'il est très probable qu'il perde, mais qu'il y a une chance qu'il puisse gagner s'il utilise de bonnes stratégies. Par exemple, elle a déjà vaincu un boss avec une puissance d'attaque 3 fois supérieure à la sienne, mais c'était un cas particulier puisqu'elle avait été choisie parmi les meilleurs. Il était peu probable que le subalterne ait la même chance qu'elle. Cependant, quelque chose dans ses paroles l'a surpris. Elle se demande même si cet aventurier peut réellement résister à une telle puissance. Pendant ce temps, la scène se répète. Il court, et pendant qu'il court, il active ses pièges à toute vitesse. Quelques instants plus tard, les pièges disparaissent de la vue. Mais le boss en active un par accident. Lorsqu'il est activé, une explosion se produit. Cependant, même cela ne suffit pas à vaincre le boss. La stratégie qu'il utilise est bonne. Il veut juste épuiser le patron, mais il est trop naïf. À ce stade, nous voyons le boss activer son mode rage. Maintenant, il court encore plus vite qu'avant. Plus il est enragé, plus il bouge vite. Pour s'échapper, Juin active un autre piège, ce qui lie le patron au sol. Lorsque le patron fait un pas en avant, ses 2 jambes se retrouvent coincées dans un piège collant. Mais il n'abandonne pas ses tentatives et tente de sortir de cette résine noire. Maintenant que le boss est immobilisé, l'ombre du protagoniste prend son arc et commence à viser le boss, qui tente de se libérer. Une série de flèches commence à toucher le corps du Minotaure. Pendant ce temps, l'un des observateurs remarque que le piège n'était pas mauvais, mais que le véritable problème était sa visée. Tous ces tirs étaient en vain. Cependant, une autre fille objecte que ce n'était pas si simple. C'est à ce moment-là qu'une flèche a touché le boss. Mais ce n'étaient pas des flèches ordinaires, elles étaient modifiées. Lorsque les flèches transpercent le monstre, des étincelles commencent à jaillir. Quelques instants plus tard, il y a une puissante explosion, laissant le chevalier et la jeune fille inconnue stupéfaits. Ils n'en croyaient pas leurs yeux face à la puissance de l'effet. Mais ce n'est pas tout. Le démon sadique regarde vers l'explosion. Il ne voit que de la fumée, rien d'autre. Mais les 2 qui regardent par derrière lui crient de ne pas perdre sa concentration, car ce n'est pas encore la fin. En levant les yeux, nous voyons le patron. Il a sauté. Il se précipitait maintenant droit vers l'aventurier, et il était très probable qu'il ait été frappé. D'un seul coup, le boss envoie voler l'ombre du protagoniste. Il est jeté dans les arbres. Qu'est-ce qui l'empêche de voler encore plus loin qu'il n'a déjà volé? Il utilise ensuite son propre piège pour s'attraper. Maintenant, il est tenu par son propre appareil. À ce moment-là, elle apparaît, une autre ombre du protagoniste, et il lui demande de l'aider. Et elle n'attendait qu'une chose, qu'il lui demande de l'aide. Et ce n'est qu'après un moment qu'il dit enfin qu'il a besoin de son aide. Alors elle commence. Elle bouge ses mains, car ici il devrait retenir son souffle. Étant le gars arrogant qu'il est, il finit par dire qu'il meurt dans ses bras, et le poison qu'elle a jeté se répand dans toute la forêt. Le monstre se retrouve entouré de tout ce poison, mais il connaissait déjà un moyen de le dissiper.
C'est pourquoi il écarte les bras sur les côtés, et ce n'est qu'après cela qu'il le ramasse dans une main, créant une sorte d'onde de choc. Le coup était si fort qu'il a réussi à disperser complètement tout le poison autour de lui. Pendant ce temps, deux aventuriers qui observent la bataille sont surpris par le brouillard empoisonné. Mais maintenant, nous voyons le boss regarder l'endroit où se trouvait le piège et l'ombre de la silhouette sombre. Ne sachant pas où il se trouve, il continue d'essayer de le regarder. Mais rien ne se passe, sauf que des pièges volent à nouveau dans sa direction. Ces choses sombres se sont rapprochées de lui. Puis il les a incendiées. Et puis un énorme badaboum se produit, ne laissant au démon aucune chance de survivre.